Alors, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci à Caroline Champetier et Jonathan Wittbourg de se prêter au jeu de ces rencontres. Bonjour Parce à que Jonathan, tous. c'est la deuxième fois et Caroline, c'est la troisième fois que tu participes à ces visioconférences. Vous avez choisi chacun des films dans la filmographie de l'autre. Jonathan, tu as choisi pour Caroline Champetier de parler du Dernier des Injustes de Claude Lanzmann, du Petit Lieutenant de Xavier Beauvois et aussi de Yves Saint-Laurent, 5 avenue Marceau de David Teboul. Et toi, Caroline, tu as voulu évoquer le travail de Jonathan sur Scheherazade de Jean-Bernard Merlin et Gorge Cœur Ventre de Maud Alpi. L'idée, donc, c'est d'essayer de vous faire parler l'un et l'autre vraiment du travail de l'autre et donc de votre point de vue sur le travail d'opérateur de l'autre. Donc, peut-être pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce qui a guidé vos choix pour ces films. C'est d'abord un choix de cœur en ce qui me concerne. Le Petit Lieutenant, je l'avais vu à sa sortie, donc j'en avais un souvenir assez ému. Mais en fait, je me rends compte que, enfin, en le revoyant là pour cette rencontre, je me rends compte à quel point finalement l'image est importante dans Le Petit Lieutenant, beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que si on prend le scénario de manière stricte, finalement, ça pourrait très vite tourner au téléfilm, parce que la police, les commissariats, etc., c'est des lieux qui sont énormément filmés. Et en fait, ce que je trouve super intéressant dans l'image, c'est euh, comment en fait on filme un groupe et comment on donne à ce groupe une dimension particulière uniquement grâce à l'image. Et à l'intérieur de ça, aussi l'alternance de moments beaucoup plus j'ai envie de dire iconiques, mais je ne sais pas si c'est exactement le mot, en tout cas des moments vraiment presque hors du temps et hors du réel, et des moments au contraire beaucoup plus réalistes. Et c'est cette balance entre les deux que je trouve passionnante du point de vue visuel. Et pour le film de Claude Lanzmann, d'abord, je pense que c'est un immense cinéaste. Et ensuite, il y a une dimension d'irreprésentable et de comment en fait on fait ressentir ça, et là aussi à travers l'image. Et donc, je pourrais développer un peu ce qui m'a vraiment intéressé. Et en plus de ça, finalement, je me suis rendu compte qu'on sent que c'est vraiment le même opérateur, mais je pourrais en parler après. Donc gorge, cœur, ventre, parce qu'il se trouve que je l'avais vu dans des conditions assez privées, euh, c'est-à-dire dans une salle avec peu de monde, et j'ai été totalement bouleversée par le film. Bouleversée par son sujet, mais aussi parce que cette idée du point de vue du chien, qu'en le revoyant, qui est évidente, eh bien, elle m'a pénétrée par la façon dont c'était filmé. Et une des choses qui m'impressionne le plus dans le film, c'est les rythmes du cadre. En général, d'ailleurs, dans le travail de Jonathan, je trouve qu'il y a un rapport au cadre d'une douceur et en même temps d'une fermeté assez rare. Donc, j'ai très envie de parler des outils du cadre, mais avant ça, des décisions du rythme du cadre, qui là, je pense, avec les metteurs en scène. Et pourquoi j'ai choisi Scheherazade? Scheherazade, c'est un film miraculeux quand même, c'est un film français. On a l'impression qu'il est tourné dans une langue étrangère et, et qui se passe peut-être à l'étranger d'ailleurs. Et je crois que l'image participe de cette façon de décaler les choses. Et quand je dis langue étrangère, je le dis, excusez-moi de faire des références intellectuelles, mais comme Gilles Deleuze le dirait, c'est-à-dire qu'il parle des très grands écrivains qui ont écrit dans une langue qui n'était pas la leur. C'est assez rare de savoir se décaler quand on est directeur photo. C'est pour ça qu'on aime tellement aller à l'étranger. C'est parce que ce décalage, finalement, il vous est imposé. Et là, c'est la magie de Marseille aussi.
Mais le travail de Jonathan et de Jean-Bernard Marlin, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, Oui, oui, tout à fait, c'est ça. à Marseille, produit une chose assez rare, c'est qu'on a l'impression que c'est un film qui n'est pas un film français. Mais du coup, je trouve que tu as soulevé un point super intéressant du point de vue de l'image et qui d'ailleurs fait aussi que, effectivement, euh, je pense que j'ai choisi c'est les deux films dans ta filmographie, c'est le décalage. Et en fait, dans Le Petit Lieutenant, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que du coup, il y a des compositions à la fois très classiques, notamment des groupes de policiers dans le commissariat avec Nathalie Baye à gauche, et comme ça, qui forment toujours un cercle avec les autres policiers, donc qui rappellent évidemment toutes les peintures sacrées. Et en même temps, il y a toujours un petit décalage parce que forcément, on ne s'attend pas à voir filmer le trivial d'un commissariat de police avec ces images presque, j'allais dire presque religieuses, mais au sens noble du terme, pas au sens de la croyance, mais au sens vraiment de ce que ça peut apporter. Mais dès le début du film, on a Claude Lanzmann sur un quai de gare qui voit passer les trains et il y a un décalage dans l'image. Et ce décalage raconte la totalité de la déportation. En fait, l'ensemble du film est déjà dans ses premiers plans. C'est-à-dire que c'est un vieil homme juif qui va nous raconter l'histoire du dernier des injustes. Et cet homme, il est décalé sur un quai de gare et ce qu'on voit, c'est des trains qui passent. Et la puissance de cette image, elle est déjà aussi dans son décalage que tu évoquais juste avant. Et je trouve que tu as tout à fait raison. La question de se décaler, la question de. En fait, c'est la question du point de vue, bien sûr. Mais c'est arriver visuellement à raconter à la fois ce que raconte le film et un peu plus, ou un peu différemment ce que raconte le film. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, parce que se décaler, c'est-à-dire un metteur en scène, il le fait d'un personnage à l'autre. Un metteur en scène, lui, il est tout le temps dans cette question du point de vue et qui passe souvent par les personnages. Et finalement, nous, ce qu'on a à trouver, c'est un décalage, je dirais, plus. Le mot général n'est pas juste, mais plus conceptuel. Alors, en ce qui concerne le dernier des injustes, évidemment, on filme des choses qui sont ahurissantes, parce qu'elles sont ahurissantes à la fois géographiquement et historiquement. Il y a peu de cinéastes aussi géographiques que Claude Lanzmann. Donc, sur un quai de gare, à quoi on pense tout de suite? On pense à l'invention du cinéma, hein. On pense à Lumière, et on pense à la ligne d'infini, quoi. Et là, et ça c'est une chose, si on reparle de l'image que tu dis sacrée ou de ce qu'on a échangé l'un et l'autre sur les cadres, oui, moi je pense que le cadre, et ça c'est une chose que j'ai appris en tant qu'assistante avec par exemple des cinéastes comme les Straub, je pense qu'on n'a pas un regard personnel. Je pense que le regard, c'est une chose notre regard s'est constitué depuis des siècles avec notre culture, ce qu'on en a fait, ce qu'on en a. Et que oui, la perspective, elle a été inventée, et du coup, que la ligne d'infini, moi, c'est toujours quelque chose qui dans une image, et quand je peux l'éprouver physiquement, m'impressionne et puis me rend humble par rapport à l'image à fabriquer. Il y a des lignes d'infini très fortes dans Gorge, cœur, ventre. Forcément parce qu'elles sont données par les lignes, toutes ces lignes qui font les séparations des animaux dans l'abattoir. Donc, Oui, de toute façon, ça c'est les lignes. En plus, c'est tendu par la vie, la mort, exactement comme quand vous filmez Theresienstadt avec Claude Lanzmann, toute comparaison gardée. Il y a vraiment l'idée de cette droite ligne qui t'amène au point final, quoi. Et ça, c'est une ligne très visuelle. Ça paraît un peu théorique, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Non, ça ne l'est pas. Ça l'est pas, et il ne faut pas penser que on ne réinvente pas. Je crois vraiment qu'on fait de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, génération après génération. Et quand on arrive à le contenir,
non pas le contenir en l'additionnant, mais le contenir de nouveau d'un point de vue conceptuel, on fabrique du cadre dans ce que le cadre peut avoir de plus profond, parce que le cadre, c'est de la profondeur. C'est là que c'est toutes les questions qui se posent à la profondeur. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, infini, etc. Voilà. Moi, ce qui m'étonne aussi dans les deux films que j'ai choisis de Jonathan, c'est le traitement de la couleur. Je trouve que c'est un grand coloriste. Vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Ouais. Je trouve que c'est un très grand coloriste et que autant il y a un film où c'est une sorte de variation sur des mêmes tons, sauf quand c'est là je parle de gorge, cœur, ventre, sauf, oui, quand ce sont les scènes de jour, alors que dans Sherazade, il y a une sorte d'explosion de la couleur, retravaillée par l'étalonnage d'ailleurs, qui est un des gros, je trouve, travail du film. Et donc, trop peu souvent, j'ai envie de le dire positivement, mais trop peu souvent, les opérateurs français s'attaquent à la couleur. Et ça me réjouit, quoi. Voilà. Donc, c'est ces choses assez précises dont j'ai envie de parler avec lui. Après, ouais, tout à fait. Mais je pense qu'en fait, tout ça, ça creuse un seul et même sillon, c'est-à-dire que le décalage dont on parle au niveau du cadre, enfin, là je parle pour tout le monde, en fait, on peut le retrouver sur la question de la couleur. En fait, à partir du moment où on travaille sur un film et où on pense trouver la question qui en fait va vous accompagner pendant tout le film, parce qu'en fait, des réponses, je ne sais pas si on en a, mais c'est des questions qui vous permettent de trouver, disons, comment l'image va accompagner le film. Et en fait, cette question-là, elle se répète sur la couleur, sur le contraste, sur la texture, sur la qualité de la lumière, sur les directions. Et enfin, moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai absolument besoin de trouver cette question-là pendant la préparation pour accompagner tout mon travail sur le film. Sinon, je pars un peu dans tous les sens. Et c'est là où le cinéaste est primordial. C'est qu'en général, c'est lui qui vous donne les clés pour trouver les questions qui vont accompagner l'image du film. Et sur Sherazade, par exemple, du coup, c'était quoi ces clés qui t'ont permis de comprendre? Sur Sherazade, il y a, je me souviens je ne sais plus si c'est la première ou la seconde rencontre avec Jean Bernard, mais je me souviens qu'il a évoqué la question de la honte. Et que, en fait, la chose primordiale pour Jean Bernard, c'était l'idée que ce personnage de Dylan, Zachary, en fait, il a honte de parler, il a honte d'être amoureux d'une prostituée. Et que, en fait, tout le chemin du personnage, c'est de faire face à la honte. Et en fait, traduit en lumière, pour moi, c'est l'idée qu'en fait, il est toujours. C'est un personnage qui se cache, qui cache ses sentiments à lui-même. Donc, en fait, et évidemment, je ne le prends pas de manière stricte. Ah bah, du coup, il faut qu'il soit toujours dans l'ombre. Parce qu'en fait, parfois, à mon sens, la lumière peut vous empêcher de voir. Mais en tout cas, du coup, j'ai essayé de traiter les scènes de telle manière qu'en fait, ce personnage est toujours caché à lui-même. Donc en fait, soit il est dans la lumière, mais en fait la lumière nous empêche de le voir, comme dans certaines scènes où les flares viennent nous éblouir, soit il est dans l'ombre parce qu'en fait il essaye de ne pas faire face en fait aux choses. Et jusqu'au moment du procès, où là évidemment on est en pleine lumière, on est à diaphragme 11, même si on est sur des triangles focales, donc ça ne se ressent pas forcément trop, mais tout à coup il y a beaucoup plus de profondeur de champ. Après, quand il est dans la prison pour adultes, toute la fin du film est en fait avec des grands diaphes, des grandes profondeurs de champ, sauf la toute dernière séquence. Et en fait, ça, c'était vraiment l'idée voilà, qu'il était obligé d'être en pleine lumière. Et donc, le film raconte ce chemin-là. Et pour la couleur, quelque part, c'est un peu la même chose, toute proportion gardée. Mais disons qu'en fait, ce qui s'est passé, mais on en reviendra, parce que Caroline, elle avait l'air d'avoir envie d'évoquer vraiment en détail. Et là, pour le coup, je vais tout de suite remercier à nouveau Yov Moore, qui est souvent mon étalonneur, parce que c'est un vrai compagnon et qu'en fait, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment lui qui a dit, en fait, il faut aussi que le film ressemble à cette jeunesse. Et donc, si on est dans un rapport beaucoup trop
réaliste. Enfin, c'est vraiment devenu un style en fait, l'image réaliste. Donc l'image réaliste, ça veut dire des couleurs un peu pauvres, des peaux pas trop saturées, etc. Quelque part, on s'éloignait du sujet, non, pas du sujet parce que j'aime pas trop les films à sujet, mais on s'éloignait de leur ressenti à eux. Et je trouve que c'est important c'est important de parler de ressenti, je pense. Donc voilà, pour répondre à ta question. Alors, Pour parler justement d'une séquence concrète de Sherazade, je voudrais parler du cadre de Sherazade. dis-moi Caroline, enfin, dis-nous. Vous m'entendez? Oui. Parce que c'est très haché. Vas-y. Dès le début du film, Oui. le cadre est à la fois très calme et doux, et en même temps, il suit vraiment les acteurs. C'est un cadre assez maîtrisé, sans effet. J'aurais voulu savoir quels sont tes outils de cadre. Ouais, alors, moi j'aime quand même vraiment sentir le poids de la caméra sur l'épaule. Je pense que c'est important. Malheureusement, les outils comme l'Easy Rig ou la Bouée ou faites tous les outils qui déportent un peu. Alors parfois on en a besoin, notamment sur Gorge Corps Ventre, on en parlera, mais j'étais un peu obligé. Mais c'est vrai que globalement, j'aime quand même bien ressentir. Je cadre évidemment à la visée parce que sinon c'est pas possible. Et après, Donc, il y a beaucoup de caméras à l'épaule dans Sherazade. ouais, il y a beaucoup de caméras à l'épaule. Après, on a utilisé un peu de Stab One, mais je le faisais moi-même aussi parce que justement, quand j'ai essayé c'est compliqué de parler de cadre. Donc maintenant, par exemple, quand j'ai affaire à du Steadicam, souvent, en fait, je fais une première prise avec un iPhone ou avec une toute petite caméra pour montrer exactement ce que je veux. Après, dans Sherazade, il y avait une vraie part d'impro. Ce qu'on a fait avec Jean-Bernard, c'est que j'avais assisté à une grosse partie des répétitions quand même. Je sais pas, il y en a, enfin non, peut-être pas une grosse partie parce qu'on a vraiment eu beaucoup. Il y a eu 2 mois de répétition sur Sherazade. Et moi, sur les 3 dernières semaines, je venais 2 à 3 fois par semaine assister aux répétitions et je les filmais. Et puis j'ai fait des essais avec eux dans une chambre, etc., où je les filmais déjà, donc j'ai pris du temps. Après, en fait, faut pas avoir peur d'être. Enfin, moi, j'ai pas peur d'être très proche, d'avoir des focales, même parfois un peu courtes, même si sur Sherazade, c'est pas forcément des très courtes focales. Je pense qu'on n'est pas trop descendu au-dessous du 32. Mais même au 32, j'aime bien être assez proche des personnages pour qui. En fait, je cherche pas à me cacher. Je pense que c'est plus simple d'assumer la position de la caméra, qu'ils sentent qu'on est présent. Et après, je me sens proche. Enfin, c'est hyper important aussi d'être proche des comédiens au sens même pas d'une intimité au sens où on partage quelque chose le soir, parce que je passe pas tellement de temps avec eux, mais au plateau, de leur expliquer, d'être très dans un partage en fait du travail. Je pense que ça c'est primordial. Après, je leur laisse pas mal de liberté. Et la question du rythme. Moi, je fais partie d'une école où je parle peu aux acteurs finalement. Je demande toujours au metteur en scène si je peux parler à l'acteur. Euh, au niveau du rythme, parce que c'est des films, l'un et l'autre, très rythmés, de façon d'ailleurs très différente. Est-ce que c'est un rythme que tu prends en cours de tournage ou c'est un rythme que les répétitions dont tu parles t'a permis d'acquérir? C'est un rythme que le metteur en scène t'a demandé. C'est quoi ce rythme que tu arrives à avoir au cadre sur tout un film? Je pense quand même qu'il me faut quelques jours pour trouver le bon rythme. Parce qu'en fait, forcément, quand on commence le tournage, il y a toujours ce moment où on sait que les choses deviennent sérieuses. Donc c'est vrai que j'ai tendance, euh, euh, en fait, j'essaye d'être assez caméléon et de calquer mon rythme quand même sur ceux des comédiens. Donc je suis très très proche de l'énergie que eux ont. Donc c'est très simple en fait. Par exemple, quand je filme les animaux dans Gorge Corps Ventre, j'ai un rythme beaucoup plus lent et beaucoup plus doux et avec une approche beaucoup plus. En fait, c'est presque comme si j'essayais d'avoir un rythme cardiaque même plus lent en fait.
quand je filme les animaux, les vaches, etc. Parce qu'en fait, je sais que si j'arrive et que je suis trop nerveux, elles vont le ressentir et du coup, je ne vais pas réussir à avoir le plan. C'est pas possible. Alors que par exemple, quand je suis avec les jeunes de Scheherazade, il faut leur montrer que quelque part, on fait partie de leur monde. Et donc, il faut être assez dynamique, assez volontaire, assez… voilà, ouais, je pense qu'il faut être assez caméléon. En fait, je me fonds un peu à l'intérieur de ce que eux sont. Donc, il y a un truc un peu de s'adapter, d'être, du coup, quelque part, je suis un peu plus jeune, on va dire, avec les jeunes de chez Scheherazade. Alors que, et ça, c'est un truc, c'est même dans la respiration elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, évidemment, je suis obligé d'avoir une respiration pas trop rapide pour pas que la caméra elle bouge, essayer de pas trop faire ressentir le cadreur. Mais cela dit, en fonction de l'énergie de la scène, il est clair que le rythme cardiaque, la respiration, elle change. Et ensuite, j'avais un prof quand j'ai commencé le tout début de mes études, qui était très proche du cinéma documentaire, qui est le directeur du Festival des Trois Continents, certains le connaîtront, et qui disait un truc très juste, il disait il faut écouter les personnes que vous filmez. Et donc en fait, il faut être très attentif au son. Moi, je peux pas mettre de casque parce que ça me perturbe trop, donc je cadre sans casque, mais je suis quand même très à l'écoute de ce qui se passe en fait. Oui, il y a aussi une chose dont tu ne parles pas, c'est que cadrer, c'est forcément ne pas cadrer tous les Tout à fait. déplacements, tous les rythmes, et savoir en sauter un quand il faut. Par Ouais, je exemple, suis d'accord. suivre un Ouais. personnage qui se lève ou qui se déplace, le perdre et le retrouver. C'est Ouais, ça tout à fait. le Mais, cadre. ouais. Mais Et cadrer, c'est choisir, et c'est choisir, très c'est renoncer. naturellement ça. Et ça, c'est pas fréquent. Parce que très souvent, très souvent aujourd'hui, le cadre, c'est suivre l'acteur. Ben non, le cadre, c'est pas suivre l'acteur. Le Ouais. cadre, le beau cadre, c'est avoir un rythme où l'acteur arrive à lui imprimer le sien. Mais ça n'est pas le suivre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors explique ça. Parce que je pense Bah, que c'est assez naturel chez toi, mais bon. ouais, non, il n'y a pas d'explication complètement rationnelle. Après, j'aime bien aussi essayer de prendre. Alors, l'assistant, pour le coup, est assez aussi important. Dans ces cas-là, par exemple, je ne suis pas forcément un aficionado de la commande de points. Moi, j'aime bien quand mon pointeur est à côté de moi, notamment parce que forcément, ce qui se passe à droite, puisque je cadre avec l'épaule sur la droite, forcément, j'ai tendance à moins le percevoir. Et donc, souvent, s'il est à côté de moi, c'est aussi une oreille qui me dit tu vas voir, il va bientôt se passer un truc à Mais tu droite, cadres tu avec peux l'œil attendre droit? ou tu peux continuer. Je cadre avec l'œil droit, ouais. Et du coup, c'est vrai que souvent, moi, j'aime bien voilà, quand il y a une présence. Et souvent, d'ailleurs, je choisis aussi mes assistants opérateurs quand je sais que c'est des bons cadreurs. Parce que j'ai vu des choses qu'ils avaient fait. Et souvent, ils sont de bons conseils. Quand ils sentent qu'une focale n'est pas forcément exactement la bonne, ils n'hésitent pas à me dire t'es sûr, tu veux pas passer un 40 voilà. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un truc aussi d'instinct et de, et en fait, d'avoir réfléchi aussi avant à ce que raconte la séquence, en fait, bêtement, Bien il faut sûr. aussi se projeter à l'intérieur Enfin, je pense que trop souvent, on cantonne le rôle du directeur de la photographie à composer une belle image. Alors, je mets des grosses guillemets, ou une belle lumière, etc. Alors qu'en fait, la belle image, la belle lumière, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de la séquence. Et donc, en fait, pourquoi à un moment donné, en fait, c'est plus intéressant d'avoir le point sur l'œil de la vache et de voir Virgile passer à l'arrière-plan et en fait c'est lui qu'on filme mais on le sent et on le voit à peine, ou pourquoi est-ce que l'argent tout à coup a beaucoup plus d'importance chez Razad et que c'est à ce moment-là qu'il faut aller le chercher, pas un autre. Et ça, c'est des choses qu'il faut… En fait, le tournage, c'est plus tellement le moment de réfléchir, donc il faut quand même s'être posé pas mal de questions avant. Oui, mais ça, c'est aussi la mise en scène qui te conduit, hein. Bien sûr. On est mis en scène sur un plateau. Moi, je n'étais pas Ouais. du tout une bonne cadreuse naturelle. Autant je pense que j'étais une photographe naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui éclairait. D'ailleurs, c'est le plaisir que j'ai eu dans les premiers films, ceux de Chantal Akerman ou de Godard. Autant le cadre, c'est quelque chose que j'ai appris. Et là, il y a des metteurs en scène très exigeants au cadre, et entre autres Jacques Doyon, avec lequel on fait de 15 à 25 prises. Et du coup, c'est une vraie grande école de cadre.
Et petit à petit, c'est venu. Mais je n'étais pas naturellement une si bonne cadreuse que ça. Donc, Malgré tout, ça vient aussi c'est pour petit à petit de rassurer tous toute les façon. jeunes gens qui ne sont pas forcément des cadreurs nés. Parce que c'est assez rare d'être un cadreur né. Mais il y a un truc que je trouve super intéressant je vais revenir au petit lieutenant, mais cela dit, ça vaut aussi pour Lanzmann. En fait, il y a un truc sur l'équilibre des masses que tu fais beaucoup. Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans ton cadre, qui rejoint peut-être un peu ce que tu as dit sur moi, c'est que à la fois c'est assez froid et en même temps assez sensuel. Si on prend le petit lieutenant avec des exemples concrets, quand tu filmes Nathalie Baye, c'est relativement froid. En fait, c'est souvent assez centré. Ce que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Avec un visage comme ça, avec le front pas forcément trop coupé et vraiment donc un rapport au cadre assez photographique. C'est peut-être ça que j'entends par froid, parce que froid, ça peut paraître péjoratif, mais ça ne l'est pas. Et, et parfois, tu as des plans, par exemple, je pense quand elle est avec Jacques Perrin dans la cuisine, où lui, il est très bord cadre. Enfin, il y a toujours un équilibre des masses, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse. Et souvent, on dit en composition classique que le centre se déporte quand il y a une masse. Je ne sais pas si ça, tu le fais naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, c'est-à-dire cette question de une masse à l'arrière parce qu'il y a une masse à l'avant, le centre est plutôt à gauche parce que c'est vraiment très à droite. Comment est-ce que tu travailles ces Euh, compositions-là? Moi, je dirais que c'est assez naturel, mais en fait, c'est Didier de Keyser qui m'a dit ça un jour. Je pense que j'ai un rapport particulier, un ratio particulier cadre-lumière. Et que du coup, très très rapidement, entre la composition du cadre et la lumière, je vais à un endroit où je peux m'échapper. J'ai toujours pensé qu'une image, il ne fallait pas qu'elle soit close, qu'elle soit close sur elle-même, et où je cherche un point. Alors, quand c'est géographique et quand c'est ce plan dont tu parles sur la gare j'ai oublié le nom, de Theresienstadt, qui n'est pas Theresienstadt, hein, c'est un autre nom. Là, c'est un point d'infini. Mais quand on est dans des intérieurs, quand on est dans des intérieurs avec fenêtres, etc., là c'est d'arriver à placer effectivement l'endroit de la lumière dans la ligne du regard, quoi, qui fait que on puisse échapper. Et je pense que ça, c'est une chose assez, oui, là, instinctive. On a des endroits d'instinct qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ça, c'est. Non, mais cela dit, quand je regarde là encore des images, il y a quelque chose où le centre chez toi est super important. Alors ça, c'est Godard. C'est-à-dire que j'ai appris, si tu veux, quand je commence à être directeur photo, j'ai pas 30 ans et je passe ces 2 années avec Jean-Luc Godard où on fait Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, Soigne ta droite, le début du Roi Lear, le début de l'histoire du cinéma. Et si tu vois les cadres de Godard, ils sont cadrés. Alors, ils sont cadrés pour des raisons qui sont à la fois historiques. D'abord parce que ses premiers émerveillements, parce que c'est quelqu'un qui travaille, mais tellement la nostalgie du cinéma, Godard, ses premiers émerveillements, c'est des émerveillements de spectateurs devant des cadres 1,33, quoi. Même plus qu'un 33, c'est les cadres du cinéma muet. Et donc beaucoup plus haut et presque carré, où le nombre d'or est évident, quoi. Petit à petit, les cadres se sont beaucoup plus allongés, si on peut dire. Il en ferait certainement un jeu de mots. Oui, ils se sont allongés devant la télévision. Et donc, là, ça devient un petit peu plus difficile de trouver ce que tu appelles le centre, ou etc. Mais effectivement, moi, j'ai besoin du centre. Je pense que quand on a un nombre de plans par film qui est quand même assez phénoménal, on ne va pas s'amuser à les composer de façon tellement compliquée qu'on va perdre la vision du spectateur.
Hmm. Notre travail, c'est de diriger le regard. De diriger le regard sur un plan, bah, il faut être assez efficace, quoi. Mais Bah, ce que je trouve très beau dans les compositions, c'est que en fait, c'est très composé, mais tu gardes quand même suffisamment de contingence pour qu'il y ait une dimension. Enfin, disons que ça paraît pas trop mis en scène. Parce que souvent, dès qu'on parle de beaux cadres, c'est des trucs très édifiants, très marqués, très regardez les beaux cadres parce qu'en fait, il a décadré à fond à droite, etc. Et ça, moi personnellement, j'aime pas du tout. Parce que ce que je trouve beaucoup plus intéressant chez toi, c'est qu'en fait, on pourrait y croire. Et c'est ça que je trouve très beau. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus élégant en fait de faire ça. alors là, je vais vous donner ce que j'ai compris de la façon dont Godard cadre, c'est qu'en fait, et c'est une formule qu'il a eue, que j'ai beaucoup dite, mais il faut la comprendre, il faut l'expérimenter. Un jour, en rentrant de LTC, je lui ai dit, mais comment se fait-il que quand on pose la caméra, c'est tout de suite un cadre de Jean-Luc Godard? Et donc, entre deux aspirations de cigare, il m'a répondu, bah, c'est normal, parce que les autres encadrent et moi, je cadre. Je crois que chaque plan, il a une énergie. Évidemment que ça peut être l'énergie de l'acteur, mais ça peut être aussi l'énergie de l'arbre ou l'énergie des rails, puisqu'on en revient à ce plan de début du dernier des injustes, des rails qui vous amènent à l'infini. Et donc, il faut croire au centre et pas s'obnubiler sur le haut, le bas, la gauche, la droite, justement ce qu'on appelle l'encadrement. Et ce dont tu parles, quand tu dis oui, un beau cadre, etc., ben oui, c'est un beau cadre de tableau parce que quoi? Parce qu'il y a un encadrement. Alors que quand on ne pense qu'à la vie du plan, c'est-à-dire la vie du plan, c'est l'énergie du plan, et bien très vite, la gauche, la droite, le haut, le bas, tu le fais assez intuitivement, mais le rapport à ce qu'est le centre du plan, qui n'est pas un centre Centré. Physique, qui est un centre d'énergie, qui est un centre mental, eh bien, quand tu l'as trouvé, bah voilà. Donc, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est comme le rapport au matériel et tout, c'est une équation, le cadre. C'est une équation entre l'énergie qui va l'habiter et le fait que c'est quand même une chose fermée. Ouais. Mais pour donner un exemple concret de ce dont je parlais pour tous ceux qui nous écoutent, par exemple, dans Le Petit Lieutenant, il y a ce moment qui est récurrent où en fait Nathalie Baye est assise sur un bureau avec les pieds sur une chaise. Et de l'autre côté, vous avez les quatre policiers qui sont sur la droite cadre. Donc Nathalie Baye est gauche cadre, les 4 hommes sont droite cadre. Et en fait, le centre, c'est Nathalie Baye, alors qu'en fait, elle est très à gauche. Mais du coup, il est vraiment beau ce plan, parce qu'en fait, à la fois, tous les hommes sont d'un côté et la femme, elle est de l'autre. En même temps, c'est la femme qui a le pouvoir, c'est elle qui dirige. Et en même temps, ils forment quand même un cercle. Donc ça, c'est assez beau. Et c'est de la même manière et c'est en ça qu'on… La lumière vient de droite. Hein. Et la lumière vient de la droite, et du coup, c'est elle qui est éclairée. C'est ça qui est beau. Tu vois, elle est face à la lumière. Tout à fait. Et puis, il y a cette idée de Paris et tout ça. Ouais, mais c'est très juste hein, ce que tu dis. Alors moi, ce que je vois dans cette image-là, que vous avez montré les filles, on a le droit de les ça, c'en montrer. est une autre, mais on peut peut-être la remettre. Vous ne les montrez pas? Si, ça y est, super. C'est les couleurs. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'a renvoyé aux gardiennes. J'avais complètement oublié que j'avais travaillé sur le bleu. C'est décider qu'il y aura quand même des couleurs assez fortes. Pour que les visages, parce que ce commissariat, évidemment, c'était pas un studio, hein. C'est un immeuble, je pense que c'était une sorte de sécurité sociale ou je ne sais quoi, dans le 14e ou dans le 13e. Donc évidemment, du bleu un peu soutenu pour que les visages puissent ressortir, et en même temps d'autres couleurs, donc d'autres bleus, parce qu'il ne fallait pas non plus… Bon, et ça, c'est des négociations qu'on a très vite avec le décorateur
Enfin, Ouais. et puis Xavier qui est très très méticuleux sur la vie du décor. Donc ce qui est réel ou pas réel dans un décor. Il peut foutre en l'air quelque chose parce qu'il n'y croit pas dans un décor. Ouais, c'est ce que je trouve très beau dans le travail que vous avez fait justement de décor-lumière. C'est que quand on met du bleu, moi, c'est une couleur qui me fait souvent assez peur en déco parce que ça peut très vite être hyper beau, mais du coup, on perd la dimension réaliste. Ce qui n'est pas du tout, enfin, la dimension réaliste, non, la dimension de croyance, c'est-à-dire qu'on croit à cette image. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Le Petit Lieutenant. Parce que, d'abord, je pense que la lumière qui est relativement blanche, elle vient juste soutenir ce qu'il faut les visages, et donc, du coup, ça crée un contraste. Et en même temps, il y a, comme tu dis, ce camailleux de bleu qui fait qu'en fait, on n'est jamais dans un monochrome qui du coup écraserait tout en fait et qui ferait qu'on voit l'image, on verrait le travail de l'image plutôt que l'image elle-même. Et ça, je trouve qu'à ce titre, pour les gens qui ont revu le film, c'est vraiment un bel exemple de réussite, quoi. Les costumes sont intéressants aussi parce que tu Ouais. as vu qu'ils sont tous contraires au bleu. Enfin, ils sont Oui, dans les brins, ouais. tous Ouais. du côté de la peau, du côté du brun, etc. Ouais. Alors, petite anecdote, Le Petit Lieutenant était un film écrit pour un homme, évidemment. C'était un film écrit pour... en fait, c'était un film très melvillien, c'est-à-dire un vieux qui léguait sa pratique et son savoir à un jeune, un vieux peut-être désabusé, peut-être désespéré. Et, et Xavier avait contacté Gérard Lanvin, qui a mis du temps à dire non, puis Jacques Dutronc, qui avait accepté le film et qui a mis également beaucoup de temps à dire non. Et excédé, un beau jour, il a envoyé le scénario, qui était un scénario très masculin. Je passe des détails de personnages masculins à Nathalie Baye en lui disant bah, est-ce que tu veux bien le faire. Et Nathalie a relevé le gant en disant évidemment il faudra quand même enlever tous les moments où je me rase, etc. Et, mais, non, c'est une plaisanterie, mais elle a quand même accepté, ce qui est assez gonflé. Et finalement, l'alchimie du film, elle se fait dans le fait que c'est un personnage féminin qui incarne le rôle. Et je pense que l'alchimie magique. Oui, oui, c'est sûr. Et donc ça, c'est toujours ce que je crois, c'est que la vie des films, c'est une vie, c'est leur vie, c'est la vie du film, quoi. C'est qu'un film, il a une histoire qui est propre, qui lui est propre, et puis il avance, il, il éjecte des gens, il en agrège d'autres, et puis à un moment donné, c'est le film. Et pour tout ce que tu disais là sur la couleur des décors et des costumes, c'est toi qui es beaucoup intervenu ou ça s'est passé, ou Non, c'est beaucoup Xavier qui voulait ça? Comment ça s'est passé? je dirais que c'est peut-être à partir de ce moment que j'ai commencé à beaucoup intervenir. En tout cas, sur le décor de commissariat du Petit Lieutenant, je me souviens avoir demandé les taches rouges, avoir été très, très présente, oui, pour faire de... Parce que j'avais peur du vieillot, quoi. J'avais peur de quelque chose qui n'était pas moderne. Et à chaque fois que je revois le film, je me dis, mais putain, c'est vrai, on a réussi quelque chose qui est, même quand on le revoit maintenant. Et je suis d'accord, du coup, ça fait que ça n'a pas vieilli. Moi, je trouve pas du tout que ce soit daté, ou d'ailleurs, c'est un peu intemporel. Et c'est ce que je trouve très beau dans les décors et dans la lumière C'est du film. vachement difficile, hein, ça. C'est vachement. Mais voilà, on y est arrivé, quoi. Mais je me mêle toujours un peu, oui. Je me Oui, oui. mêle toujours un peu. Non, mais c'est vrai que plus le temps avance et plus je me mêle aussi toutes ces questions-là parce qu'en fait, elles sont. Enfin, la question du décor et des costumes, c'est vraiment primordial parce qu'en fait, ça a tellement un impact fort que si on les prend pas en amont, on se retrouve toujours bloqué avec des choses sur lesquelles on peut plus intervenir, quoi. Bah Et oui, pour le mais coup, l'étalonnage face à ça est assez faible, quoi. l'absence dramatique de la direction artistique en France, Voilà, ça c'est c'est une vraie quand même question, quelque quoi. chose dont ça serait bien que, à la fois nous opérateurs et nous directeurs photo et les écoles de cinéma s'emparent. Je ne Ouais, comprends c'est un vrai pas enjeu, ouais. comment Ouais. à la Fémis, coucou Sabine, euh, à Louis Lumière et ailleurs, on ne pose pas cette question. C'est un vide sidéral. Et si on veut que le cinéma français
je dirais, sortent un petit peu de cette gangue naturaliste qui, à mon avis, l'étouffe absolument. Ouais, d'accord. Et qui n'est pas dans tes films. Et c'est peut-être pour ça que tes films, je dirais, me sautent aux yeux et me plaisent autant. C'est que cette question de la direction artistique, tu t'en empares, tu la négocies. Peut-être on peut d'ailleurs en parler précisément. Comment tu négocies avec tes camarades chefs de poste, avec le... Ouais, bah, c'est toujours compliqué. Alors après, enfin, quand je dis compliqué, ça se passe pas si mal que ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance à me mêler de tout, quoi. C'est-à-dire que si je vois une lampe que je trouve pas juste ou qui convient pas, ou un meuble ou un costume, j'ai souvent tendance à le dire. Ce qui fait qu'en France, c'est souvent pris pour de l'arrogance, alors qu'en fait, je pense que comme je passe quand même beaucoup de temps avec le réalisateur en préparation et que les réalisateurs en France sont ils sont enfin, en fait, du coup, beaucoup de choses leur incombent. Comme tu dis, comme il y a un vide en fait sur la question de la direction artistique, tout à coup, soit énormément de choses leur incombent, soit en fait tout est très réparti, mais du coup, il y a un moment où en fait chacun comprend un peu de manière parcellaire un élément, et du coup, ça donne lieu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fin, on se retranche vers le naturalisme parce que c'est ce qui va faire peur au moins de monde possible. Et c'est ce qui fait qu'en fait, en gros, c'est pas de prise de risque, quoi. Parce que comme c'est dans la réalité, bah, tout le monde se dit, ah bah c'est comme ça dans la réalité, donc en fait, on va faire ça. Ce qui est quand même une catastrophe. Enfin, faut Alors le dire vraiment parlons d'un visuellement. truc très précis, Jonathan. C'est Vas-y. les costumes de Sherazade et entre autres le petit blouson jaune de Sheraz. Ouais. Ce truc qui est vraiment, mais alors là, tellement exact, parce qu'il est exact sur la couleur, il est formidable, mais il est exact aussi sur la forme, etc. C'est comme cette espèce de petit rayon de Ouais. lumière qui se transporte jour, nuit, jour, etc. Il est arrivé comment ce petit blouson? Il est arrivé en préparation. Il me semble que c'est elle qui est venue avec ça un jour. Je pense que dans mon souvenir, c'est ça, mais j'avoue que ça commence à remonter. Mais c'est sûr que ça a eu un impact très fort. Et puis ce côté simili-cuir, moi, ça me ramenait des brillances. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand les matières des murs ou des costumes en fait brillent, qui sont des choses qu'on a souvent tendance à, enfin souvent les chefs déco ou les chefs costumes viennent et nous disent bon bah alors je t'ai pris des choses mates et tout, et en fait moi je dis surtout pas. En fait je trouve que quand il y a de la brillance, il y a de la matière, il y a du modelé, et ça c'est super important. Donc c'est vrai que elle avait ce truc jaune, et lui il avait au tout début du film il a une espèce de truc bleu azur très Marseille. Donc en fait il y a aussi des réponses de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la complémentaire, et puis forcément, on savait que ça me permettait à moi de travailler à un camailleux, parce qu'à Marseille, les murs sont très ocre, donc du coup, ça me permettait de ramener. Moi, j'aime beaucoup la couleur, mais je suis un homme de peu de couleurs. Je pense qu'en fait, il faut plutôt avoir tendance à en enlever, parce que dans le réel, il y en a, en fait, au contraire de ce qu'on pense, il y en a beaucoup. Bien Et en fait, sûr. je vais plutôt avoir tendance à réduire la gamme des couleurs, et pour pouvoir renforcer chacune de ces couleurs, et du coup les pousser quasiment à l'extrême. Et en fait, le travail, c'est plutôt ça. D'ailleurs, dans l'autre conférence, je disais que je commence souvent à éteindre, mais je commence aussi à enlever des couleurs. D'ailleurs, dans Gorge Corps Ventre, je me suis vraiment beaucoup battu pour qu'il n'y ait pas de vert et de bleu dans l'abattoir. En fait, d'ailleurs, au début, les costumes des Bouviers, ils étaient Ah verts. oui, le vert et le bleu, ils sont à Le l'extérieur. vert et les bleus sont à l'extérieur, exactement. Et Bien moi, sûr. j'avais vraiment fait j'ai fait tout un scandale là-dessus, parce que même il y avait un tuyau. D'ailleurs, je crois qu'il est encore dans le film, malheureusement, qui est bleu. Et j'ai tout fait pour le tuer à l'étalonnage et tout, parce que je voulais pas que ces couleurs existent, parce que c'était les couleurs du jour, c'était les couleurs de la vie. Et il fallait absolument et ça, c'était une vraie lutte, en fait. Et en fait, il faut, d'ailleurs, et là, c'est là aussi où le directeur artistique manque, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour dire, mais en fait, la plage de couleurs, les espaces de couleurs de ces séquences-là, de ces décors-là, c'est ça, 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 ça et ça, et pas autre chose, quoi. Et s'il y a un élément qui vient jurer, c'est toujours hyper compliqué, parce que pour le coup, enlever une couleur ou en rajouter une couleur en étalonnage, c'est pas possible, quoi. Donc quand vous êtes trompé, quand c'est pas dans la matière de départ, on peut pas. Donc en Ça, fait, c'est très frappant dans Gorge Cœur Ventre. À ouais, quel mais point non, tu es arrivé à avoir deux palettes et qu'il y a cette palette à la fois picturale qui peut ramener à énormément de choses entre la matière, de la boue, de la terre, de la merde, et puis même de la peinture de Rembrandt, etc. Et ces scènes de jour qui sont des scènes
assez froide hein, dans l'ensemble. Tu n'as pas eu peur du froid de la lumière du jour, où effectivement tu fais revenir le bleu et le vert, et où le blanc est pur. Et je voulais te questionner sur le blanc, parce que ça se retrouve aussi dans 2 ou 3 séquences de Sherazade, où tout d'un coup, le blanc arrive comme quelque chose de très pur et qui ramène au film une sorte de sentiment de vérité, quoi. Ouais, mais c'est exactement l'idée. Pour moi, le blanc et la pureté qui s'y apparente ramènent tout à coup une forme de sobriété, de simplicité. Et en fait, j'aime bien l'idée que la couleur, pour moi, c'est vraiment lié au rythme du film. Je pense que la couleur a un impact, enfin le contraste aussi, bien sûr, mais c'est vraiment lié au rythme. Et je trouve qu'à certains moments, de ramener justement, là on le voit très bien, cette dimension très sobre, très simple, alors qu'avant, on a eu des choses beaucoup plus expressives. Ça permet justement aussi de presque, j'allais dire, de laver le regard, c'est-à-dire que d'alterner. Si on est tout le temps sur un même rythme et tout le temps sur une même typologie, on s'use, c'est épuisant. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de… En fait, il faut aussi prendre le film comme une continuité visuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en étalonnage, parfois, comme le montage bouscule certaines choses, il faut rétablir des petites choses. Mais moi, je dépouille mon scénario en me disant, bah, tiens, ce serait intéressant d'aller à tel endroit, parce que là, la séquence, elle est plus lente, donc peut-être qu'on peut être au contraire plus sobre. Et là, par exemple, moi, j'aime bien les outils. Donc, du coup, par exemple, ça m'arrive souvent de travailler au thermocolorimètre pour le blanc. Après, pour la couleur, je le fais plutôt à l'œil. Mais pour le blanc, d'être au thermocolorimètre et d'être bien aligné sur la caméra, c'est un truc qui est… Enfin, franchement, il n'y a pas photo pour obtenir un résultat. Donc, par exemple, là, sur le screenshot qui est affiché actuellement, ou enfin, sur cette séquence, en fait, j'avais vraiment aligné la couleur de ce qui arrive sur le lit avec la couleur de ce qui arrive sur son épaule, avec le couleur du remplissage. Pour moi, c'était primordial, quoi. Et justement, c'est ça qui fait que tout à coup, il y a une vraie cohérence. Là où dans les scènes d'abattoir, on a joué beaucoup plus le chaos. Mais ça se ressent très fort. Ça se ressent très fort. À vrai dire, le vert n'est pas exactement le même dans le plan large et dans le plan serré. Mais ça, le vert, ça nous pose toujours problème. C'est quelle caméra tu as utilisée? Ça, c'était une Dragon. Ouais. C'était au tout début de la Dragon. Mais j'aimais plutôt bien cette caméra. Elle était plutôt… Pour la couleur, de toute façon, je trouve que tout ce qui est Red et Sony, c'est quand même, il y a quand même une plage de couleurs beaucoup plus large, beaucoup plus fine que sur d'autres caméras. Oui, je suis absolument d'accord. Et puisqu'on parle de rythme, toi, il y a un truc que tu fais aussi au niveau de la lumière que je trouve super intéressant dans Le Petit Lieutenant. C'est notamment l'émergence de ces moments où la lumière est beaucoup plus dure. Je pense par exemple quand Nathalie Baye va boire un coup, elle replonge, elle prend un verre d'alcool, et là il y a une lumière très crue, très dure. Et d'abord, je trouve ça super parce que je trouve c'est super que Nathalie Baye ait joué le jeu, parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui auraient refusé d'être éclairées avec une lumière un peu plus directe. Et en plus, je trouve ça super beau parce que ça lui va super bien à elle, ça la rend très belle et ça la rend plus complexe. Et aussi, je trouve que le fait qu'on soit très légèrement décalé de la réalité à ces moments-là, bah, ça ramène quelque chose de super émouvant. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé en prépa, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé sur le plateau? C'était très clair, c'était une demande de Xavier, c'est la buveuse d'absinthe de Manet. Okay. C'est-à-dire quand elle va dans un bistrot et qu'elle s'assied au fond du bistrot et qu'elle commence à boire. Ouais. Hein, bah oui, c'est ça. C'est une référence picturale. Il a pas beaucoup de demandes générales, Xavier, mais il a comme ça des sortes de pointes. Ouais. Et là, il faut les suivre. Et du coup, je l'ai éclairé. Et là, c'est drôle que tu sentes ça. C'est simplement que dans une ambiance qui est constamment du kino, de la lumière diffusée, etc., là, je la travaille au Fresnel. Au Fresnel, ouais. Et je continue de penser qu'il y a une sorte de magie du Fresnel qui fait que de temps en temps, dans les films, il ne faut pas s'en passer. C'est d'ailleurs assez curieux parce que mes jeunes gaffeurs, quand je leur dis si, je veux prendre 5 magis, etc., ils râlent toujours un peu parce qu'en fait, ils ne savent pas les travailler. Mais je pense que c'est important de garder ce rapport à de la lumière qui est aussi dirigée que… Alors là, elle est au bar, c'est le plan d'après.
C'est en fait le plan d'après. Parce que Et là, on est plutôt dans l'ambiance justement Kino. là c'est plutôt Sobre. une ambiance douce. Voilà. Voilà, c'est le plan. C'est Et, là. et c'est super beau parce que, enfin, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que il faut pas perdre de vue qu'on fait du cinéma et qu'on fait des films et que du coup qu'on fait des images et des images pour qu'elles marquent, il faut qu'elles aient quelque chose de singulier. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans le fait de tout à coup d'utiliser du Fresnel. Moi personnellement, j'aime beaucoup le Fresnel, y compris pour la rondeur de la lentille. En plus, c'est du tungstène, donc on sait que pour les peaux, c'est forcément bah, supérieur. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier. Et c'est un peu aussi une bataille à faire avec les réals, quoi. Parce que l'ombre fait peur, quoi. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage. Ah oui, justement, je voulais en parler. Parce que c'est le plan d'après, on aurait pu s'arrêter dessus. Hein, donc elle est Mais si tu peux assise faire et il y a pause son juste après. ombre. Voilà. Et où je trouve intéressant que ce qui lui revient, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le cinéma expressionniste, c'est-à-dire le double noir du personnage. Sa part sombre, littéralement, ben, elle soit là. Et que du coup, à ce moment-là, j'aurais très bien pu la masquer, l'ombre. Hein. Je peux très bien mettre un drapeau qui fait que j'arrive à ce que cette ombre ne se dessine pas sur le mur. Enfin, si, c'est intéressant qu'elle y soit. Ah Et oui, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est une vraie bataille à avoir, je trouve, d'ailleurs, il y a un avec les moment metteurs en dans scène. Sherazade où tu suis une ombre. Puis Ouais, après, moi j'aime beaucoup les ombres. tu suis l'ombre de Dylan, c'est comment il Ouais, s'appelle déjà? Zachary. De Zachary. Et puis tu remontes vers lui. Hein, Ouais, c'est ça? ouais, Ouais. Et c'est ouais, un mais plan, de nouveau, c'est un plan où je trouve que le rythme du cadre est économe, quoi. Une forme d'économie du cadre. ouais, mais je suis partisan de l'économie. Non, mais je trouve que justement d'essayer de trouver. Je me souviens très bien d'ailleurs du tournage de ce plan. Et en fait, d'abord, comme tu dis, je trouve qu'on oublie trop souvent que quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre et que cette ombre, elle peut se filmer pour elle-même parce qu'en fait, elle raconte énormément de choses. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis de l'économie des cadres, ce que je trouve aussi intéressant chez Lanzmann ou chez le petit lieutenant, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est comment en fait on essaie de faire durer le plan, euh, pas jusqu'au maximum, mais enfin en tout cas jusqu'à ce qu'il ait fini de raconter ce qu'il a à dire, quoi. Et du coup, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut vachement. Parce que justement, avec l'émergence des séries, il y a un surdécoupage permanent, une espèce de passage d'un plan à l'autre où un plan ne peut pas durer plus de 2-3 secondes, qui est quand même assez terrible. Surtout quand on voit justement que dans Le Petit Lieutenant, les scènes, bah, par exemple, quand on prend la scène, quand elle est dans la cuisine, là, qu'elle a rechuté, qu'elle est avec Jacques Perrin, ce plan, c'est un seul plan, ça laisse durer. Et en fait, on a tout, on a l'émotion. Il y a même ce plan où elle apprend la mort du petit lieutenant, où en fait, elle est de dos, on est loin, et en fait, ça se suffit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller ramener. Enfin, disons qu'un plan supplémentaire n'apporterait pas d'informations supplémentaires ou d'émotions supplémentaires. Et du coup, je trouve que cette économie, elle fait aussi partie de notre travail, puisqu'il n'y a pas de directeur artistique, et que du coup, il faut, enfin, charge à nous, du coup, de prendre ça en charge, quoi. Alors là, je dois reconnaître que Xavier Beauvois, et Xavier est un cinéaste qui sait très très bien quand il faut s'éloigner et, et qui n'a pas peur du plan large. Moi, c'est une chose qui m'étonne d'ailleurs dans les films. C'est assez souvent, il n'y a pas assez de plan large pour moi parce que le cinéma, Je suis d'accord. le mouvement du cinéma, c'est de s'approcher et de se reculer. C'est une évidence. Donc, dans les films actuels, je trouve que cette constante d'une proximité à l'épaule, etc., est très, très ennuyeuse et très, très lassante. Et du coup, Xavier est quelqu'un qui parfois a des élans comme ça et il l'exprime de façon très naturelle. Il dit là, il faut respecter, il faut s'éloigner. Et, et c'est une grande qualité qu'il a. Et tu crois pas que les petits écrans ont leur part de responsabilité là-dedans? Bah, évidemment, bien sûr qu'on filme pour la télé, bien sûr, Ouais. bien sûr.
Et que du coup, il y a l'idée qu'il faille être plus proche, plus gros, plus presque jusqu'à l'indécence, quoi. Bien sûr. Et que le plan large, on n'y verra rien, on ne comprendra pas, etc. Ben non, non. C'est pour ça qu'il faut ce langage-là, il faut le garder parce que sinon c'est la salle enfin, c'est le cinéma en salle qu'on appauvrit, quoi. Peut-être que vous avez des choses à dire. Hein, j'allais dire la même chose. Oui, moi j'avais envie de parler avec toi, par exemple, de l'extrait dans le film de Claude Lanzmann. Quand tu filmes Claude sous cette grande verrière et qu'il raconte toute cette exécution avec la pendaison, je trouve que c'est un bon exemple aussi par rapport au cadre de ce que tu racontais précédemment, par rapport au rythme entre filmer le déplacement de quelqu'un et avoir un regard sur le lieu. On voit par exemple que tu montes avec des lampes panoramiques à la fois tout l'espace et puis ensuite sur la verrière elle-même, et que tout d'un coup, toi-même, tu incarnes un regard qui est différent du simple déplacement de Lanzmann dans ces lieux-là. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Tu peux passer l'extrait et puis tu nous en parles après. Oui. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe pour moi. Ce lieu de la Ousteki ou encore Aussig, baraque, caserne à Theresienstadt, qui était un lieu mort, également lieu de mort, devient soudain vivant pour moi. Donc une potence a été érigée pendant la nuit ici, érigée par les SS, et un groupe de prisonniers creusait les fosses dans lesquelles on ensevelirait les pendus exécutés. Venons-en au fait maintenant. Pour les malheureux juifs tchèques internés ici dans la Sudetenbarak, puisque c'est là qu'ils ont été installés dès leur arrivée à Theresienstadt, en gros, et plus simplement, tout était interdit. Faire passer une lettre, tenter pour un homme de parler à sa femme ou à sa fille, enlever les toiles pour entrer dans un magasin tchèque, parce qu'il y avait encore des magasins tchèques à Theresienstadt. Tout ça a été sanctionné par les pires peines, essentiellement par la peine de mort. La peine de mort était la peine unique. Et comme ils avaient peur de cette révolte des Juifs à cause de la déportation qui énonçait l'énorme mensonge nazi, ils ont donc décidé de redoubler cette terreur par une autre en pendant ces hommes. Alors ils ont exigé du doyen des Juifs, Jacob Edelstein, le Judenälteste, de trouver un bourreau en disant à Edelstein vers 4 heures du matin, si tu n'as pas trouvé quelqu'un d'ici 8 heures ou d'ici 9 heures, tu seras toi-même pendu. Alors le malheureux Edelstein a été terrorisé, encore plus, on le comprend. Il a eu l'idée de s'adresser à des bouchers. Pourquoi un boucher alors que quand on pend les gens, en général, il n'y a pas de sang. Bon, il en a trouvé 3, ils ont tous refusé. Et finalement, il a déniché un certain Fischer de la morgue de Brunn, et Fischer a accepté à la condition qu'on lui garantisse un verre de rhum. Et
également du tabac à chiquer. Alors on lui a donné le rhum et du tabac à chiquer et la pendaison a commencé. Et a commencé en présence des membres du conseil, en présence de Edelstein qui tremblait comme une feuille. C'était un brave bureaucrate sioniste qui n'était pas du tout outillé pour de pareilles horreurs. Bon, ça va? Oui, peut-être qu'on peut laisser la suite sans le son et tu peux nous parler sur les images, Caroline? Oui, d'accord. Alors, c'est très juste qu'elle est très emblématique du rapport de Claude à l'espace. Alors d'abord Lanzmann, l'espace n'est pas un espace qu'il circonscrit, c'est un espace dans lequel il se jette. Et donc, ça c'est la ligne directe de pourquoi Israël et de Shoah. Il est dans le champ. Donc, on le filme en étant dans le champ. Et je dois dire que cette arrivée de Claude dans cet endroit que nous avions bien sûr repéré, mais où nous nous sommes préparés avant lui, et où il parle et où il dit son émotion de retrouver ce lieu qui est certainement un des lieux qui l'a le plus obsédé, même pendant la fabrication de Shoah, alors que là, on est 40 ans après, ou presque 45 ans après Shoah. C'est cet intérêt qu'il a eu pour les Judenrat et toutes les personnages en charge de responsabilité dans les ghettos et dans les conseils juifs. Et donc là, il rentre dans ce lieu et il le décrit. Et on a l'impression d'un espèce de corps à corps avec un peu géographique, mais aussi historique. Et puis, après, le plan était fini. Alors, précision, j'utilise quelque chose que, à force, j'arrive à très bien utiliser, et que j'ai même réutilisé aussi récemment dans Baby Annette de Carax, c'est le grand zoom. Alors, il se trouve que là, ça devait être le de 25-250. Je suis très à l'aise dans cette espèce de suivi au cadre où à la fois j'accompagne, mais je reste à distance, etc. Donc, c'est presque une sorte de mouvement mental. Et d'ailleurs, ce mouvement-là, sur lequel vous vous arrêtez, c'est un mouvement mental. C'est qu'après le plan avec Claude, nous nous disons qu'on doit en faire un autre, et je fais ce plan à partir de, je dirais, à partir de la façon dont lui, il a investi le lieu, il l'a regardé et il l'a décrit d'une certaine manière. Donc, je suis chargée de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il a ressenti pour refaire le plan du film. Enfin, c'est clair ce que je dis? Voilà. Oui, oui, très clair. Mais je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, tu cadres l'architecture comme des visages et un peu vice-versa. En fait, il y a une manière pareil, à nouveau, de donner de l'équilibre, de remplir et en même temps de laisser du vide, ce que tu disais tout à l'heure sur la perspective. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé avec les strobes, mais on sent que tu trouves un endroit dans lequel tu mets ta caméra qui doit te permettre normalement de décrire, et en même temps de décrire, comme tu dis, non pas comme le ferait ou comme l'essaie de le faire la télévision, mais dans une description qui te permet d'accéder au lieu. Pour moi, c'est un truc assez mystérieux, mais je ne saurais pas le dire autrement que comme ça. Mais il y a un vrai équilibre à la fois de composition et en même temps de subjectivisation d'un espace qui fait que le film est beaucoup plus fort grâce à ces plans, quoi. Oui, oui, d'abord, je crois à ça. Je crois au fait qu'on puisse arriver dans un lieu à pouvoir le voir. Mais ça, c'est presque un point de vue d'architecte. Et il se trouve que j'avais un père architecte. Et comme je pense qu'on est fait de ce qu'il vous fait,
ce point, on pourrait l'appeler le point focal, quoi, à travers lequel un lieu vous apparaît. J'y crois, oui. Parce que je trouve que c'est très dur de filmer l'architecture, les lignes, etc. Et je trouve que, et dans le Landsman, et dans le Petit Lieutenant, et même dans ta filmographie en général, quand un bâtiment est présent, c'est présent par exemple dans La Samaritaine de Holly Motors, mais ça c'est juste pour dire que c'est vraiment présent dans toute ta filmo, c'est que le bâtiment a sa part de présence de manière très forte, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, de filmer l'architecture et trouver la bonne hauteur de cadre et trouver la bonne focale. Et du coup, j'étais content de voir aussi ton utilisation du zoom, qui est un instrument que je trouve dévalorisé injustement, parce que je trouve que c'est vraiment un super bel outil. Et je trouve que ça fait du bien aussi de voir du documentaire avec des lumières qui sont tournées au bon moment, à la belle heure, avec des beaux cadres qui font que du coup, on est forcément d'autant plus ému, quoi. Il y a une chose super importante quand on part en documentaire, et ça on n'y pense jamais, c'est le praticable. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il va falloir sortir de la hauteur qui va de 1 mètre à 2 mètres, quoi. Ouais. Il va falloir passer à 3, 3,50, 4 et peut-être 5 mètres. Et ça, alors peut-être c'est encombrant, mais en même temps, même sur des films extraordinairement fauchés, je pars avec un praticable. Ouais, bon, on le voit très bien là d'ailleurs que tu es en hauteur. Je ne sais pas si c'est sur un praticable, mais c'est vrai qu'on voyait que tu étais en hauteur. Quand je suis arrivée à Theresienstadt, les bâtiments, c'est une ville militaire, hein. Alors Claude Lanzmann, pour pas qu'il oublie son nom, il a son. Il était le seul. On était au milieu de nulle part. Et en plus du zoom, tu prends une série fixe avec toi ou Oui, absolument. Parce qu'il y a plein de moments où on sent que c'est la même focale. Et moi, je trouve que c'est aussi ça qui permet d'avoir une belle cohérence entre les plans et entre les séquences. Parce que, par exemple, tu alternes souvent épaules et pieds avec, je trouve, beaucoup de plaisir, quoi. On sent une vraie douceur dans l'alternance. Et du coup, je me disais que ça venait peut-être du fait que tu avais souvent la même focale. Alors cette focale, elle n'est pas miraculeuse, hein, mais je suis vachement contente parce que j'ai lu l'entretien de Roger. Après avoir vu la formidable, merci Laurent, merci tous les élèves de Louis Lumière, la formidable conférence de Roger Dickens, je suis allée relire ce qu'il dit de 1917. Et j'avais oublié, et c'est un truc que moi-même je me permets de dire que je le dis aussi, c'est que le 40 mm est une focale absolument splendide. Et il dit que c'est la focale sur laquelle il s'est arrêté pour 1917. Le 40 mm, c'est la focale où les lignes sont droites et où finalement on peut à la fois s'éloigner et se rapprocher dans un même plan. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'approcher d'un visage au 40 mm et puis après photographier du paysage, etc. Et donc je suis une grande amatrice du 40 mm. Et puis j'aime bien parce que c'est un tout petit peu plus large qu'un 50 qui va tout de suite être très serré, très fermer forcément l'espace. Il y a quand même encore un peu d'ouverture avec un 40. Bien sûr. Et ça, je trouve que ça fait aussi une belle différence. Ouais. Vous aviez d'autres questions? Oui, moi j'en ai d'autres, mais peut-être que Louise, je ne sais pas si tu as une question. Moi j'avais une question par rapport à la lumière, Caroline, à la fois de la séquence qu'on vient de voir sous la verrière et de celle que commençait à montrer Louise à côté de la potence. Dans ce grand espace où tu continues à faire des panoramiques, la question du soleil en fait dans ces espaces où Lanzmann décrit l'espace comme un espace qui reprend la vie justement, et de ces grands rayons de soleil qui viennent faire des ombres portées très, très intenses. Je ne sais pas, voilà, si tu pouvais nous parler de ça à la fois par rapport à la période à laquelle vous avez décidé de tourner et au repérage. Écoutez, on a eu pas mal de chance. Avec. Mais par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que entre tout le moment où il décrit l'espace, où il est dedans, et le moment où on le filme, effectivement, le soleil est sorti. Hein, et où je pourrais dire non, on attend un peu, ou je ne sais quoi. Et alors ça, c'est aussi une chose que je dois à Godard, c'est que moi, un plan, c'est un plan.
Et à partir du moment où on arrive à lui donner, je ne sais pas, sa note exacte et sa puissance exacte, surtout en documentaire, bon, bah, si le soleil est sorti, le soleil est sorti. Et donc, ça me plaisait assez que dans le plan où il est là, ça ne produise pas d'ombre et on soit dans un espace plus doux, où la lumière est moins marquée, et qu'après, quand il n'y est plus, la lumière soit beaucoup plus marquée. Là, par contre, la grosse négociation a été de lui dire qu'il fallait qu'il soit en chemise, parce que je trouvais ça beaucoup plus beau, plutôt que ce petit blouson bleu qui est pas mal, voilà, que ce vieil homme soit dans sa chemise blanche, et justement le blanc dont parle Jonathan, du vrai blanc. Là. Je vais dire quelque chose de technique là sur le dernier des Injustes. C'est le seul film sur lequel que Claude Lanzmann a voulu faire en 35 mm. Et le producteur, David Frankel, lui a offert ce grand plaisir d'être en 35 mm. Il avait envie de cette grosse caméra, des belles optiques, etc. Donc c'est un documentaire en film et que nous avons étalonné en linéaire parce qu'un scan a été fait par Micros, un scan magnifique. Et mon étalonneuse, qui était, ça va me revenir, qui est une formidable étalonneuse, on n'arrivait pas en restant sans passer en linéaire, on n'arrivait pas à retrouver la précision des couleurs. Et donc, et à mettre les noirs où je voulais qu'ils soient, etc. Et donc, parce qu'en fait, quand on scanne un 35, on entre dans un espace qui est plus important que celui de la courbe que vous donne, le mot m'échappe là, merde. Le log que vous donne le log. Et donc, eh ben, on est coincé. Moi qui avais très très précisément la couleur de la brique, etc. en tête, je ne la retrouvais pas exactement. Et du coup, on a dû passer en linéaire, ce qui a, je pense, augmenté le temps d'étalonnage d'au moins 3 ou 4 jours. Ça donne un truc super beau sur la couleur, c'est que comme en fait il y a les archives, etc. Finalement, moi je trouve que le fait d'avoir tourné en 35, c'est super intéressant parce que ça a malheureusement, bon, le fichier est un peu beaucoup compressé, donc on n'en profite pas tant que ça. Mais je trouve que du coup ça abolit un peu les périodes les unes entre elles en fait, et ça je trouve que ça crée un effet temporel super intéressant par rapport au sujet, quoi. Et ça pour le coup c'est vraiment un effet purement visuel qui fait qu'on passe d'une période à l'autre sans grosse rupture qu'aurait créé probablement une image numérique très, très datée dans le temps avec une période. Là, on est dans plein de périodes complètement poreuses en fait. Et c'est super intéressant évidemment. Et on n'a pas vu les périodes filmées par Lubchansky, qui sont les périodes d'entretien avec Murmelstein, qui elles ont toutes été faites en 16 mm. Ouais, là c'est ultra compressé, c'est déchromatisé. Ouais. On voit pas bien. Et où finalement, je me dis que le scan, c'est impressionnant, un scan 4K fait à partir de 16 mm, c'est impressionnant ce qu'on regagne. Oui, il ne faut pas jeter le 16 mm à la poubelle. En scan 4K, c'est très beau. C'est très impressionnant. Et du coup, j'ai été étonnée par l'absence de grains. Vraiment étonnée par l'absence de grains. Ça, avec la compression, on n'en profite pas tant que ça, malheureusement. Il faudrait le voir en salle pour vraiment en profiter. Et puis on retrouve aussi dans la période passée et dans celle que tu as filmée toi Caroline, ces mêmes mouvements de grand panoramique quand on est sur toute cette terrasse là sur Rome et les mouvements de zoom qu'on retrouve aussi. Je ne sais pas si vous, parce que par rapport au 35, j'avais lu que justement vous vouliez différencier ces deux périodes, mais par rapport à ce mélange d'images, comment vous aviez abordé la question avec Claude Lanzmann? On ne l'a pas abordé. Voilà. Moi, je savais très bien, c'est ce que dit Jonathan, je savais très bien qu'en tournant en 35,
on regagnerait de la puissance par rapport à ce document qui est un document exceptionnel. Enfin, Murmelstein, c'est un personnage, on n'en a pas encore pris toute la mesure, puisque en fait, il y a peu de gens qui ont travaillé sur les conseils juifs. Il y a les gens, il y a les Judenrat eux-mêmes qui ont écrit beaucoup leurs mémoires, etc. Mais c'est une question tellement compliquée, la question, c'est troublant, entre guillemets, de la collaboration des Juifs. Et le mot n'est pas juste, hein, c'est pas collaboration, le terme exact serait comment on continue d'essayer d'administrer et surtout d'assumer ses responsabilités quand on est dans des postes où les contradictions sont tellement terribles, flagrantes, etc. Et bon, moi, j'ai tendance à penser que la contradiction, c'est l'endroit où s'exerce l'intelligence. Et c'est vraiment la façon dont Lanzmann, lui, a exercé son intelligence et son acuité intellectuelle tout au long de son travail sur l'extermination des Juifs d'Europe. Et Murmelstein, lui, est cette personne qui les a vécus, je dirais, à la fois dans son corps, dans son esprit, puisqu'il était lui-même au centre de cette contradiction, c'est-à-dire continuer d'avoir des responsabilités administratives dans un endroit qui était un passage vers la mort de la plupart des Juifs qui venaient y séjourner. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire là. Mais... Si, c'est très clair. Et il y a une question de Pauline au sujet de ce documentaire qui demande si vous aviez fait un découpage avant le tournage avec Claude. Non, absolument pas. Absolument pas. On savait les lieux qu'on voulait, filmer. On savait aussi la façon, et où j'intuitais la façon dont Claude allait s'y mesurer, entre autres le début du film quand il monte ses escaliers. Il faut savoir que quand il monte ses escaliers, c'est quand même un monsieur de 87 ans. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Quand il envisage l'escalier, qu'il le monte et qu'il n'y a pas une hésitation, je dois dire que c'était assez impressionnant. D'ailleurs, une fois qu'il a eu tourné le coin, il a dit, vous voyez, je l'ai monté, à peu près comme l'autre avait dit, je l'ai descendu. C'est magnifique parce que juste après, il explique que c'est tous les vieux qu'on faisait monter. Donc là, tout à coup, là aussi, il y a un couloir du... Enfin, tout à coup, on est 70 ans auparavant et c'est glaçant, quoi. Absolument, oui. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on reparle de Gorge Cœur Ventre parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est un peu le plan là qui m'y fait penser. Ouais. Et là aussi, il y a du blanc. Juste l'étalonneuse, c'est Alexandra Poquet, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci Laurent. Merci d'être aussi attentif. Peut-être que sur Gorge Cœur Ventre, on peut parler des hauteurs de caméra. Parce que ça a vraiment été une question qui était au cœur du tournage. Je crois que tu voulais l'évoquer notamment dans la séquence de la naissance du veau, où effectivement tu te places à différentes hauteurs. Ouais, bah, disons que de toute façon, ça peut se poser. En fait, la question, elle se pose tout au long du film et dès le début du tournage. C'est vrai que c'était assez. Le film était hyper physique à cause de ça, parce qu'il fallait vraiment que je sois toujours très très bas, y compris même dans la séquence des cochons. Parce que la séquence des cochons, j'en parle parce que c'est la première qu'on a tournée. Donc dès le début, en fait, il a fallu qu'on. En fait, comment est-ce qu'on filme en fait des animaux qui vont mourir. Et je parlais de la séquence du veau parce qu'en fait, il y a dans la séquence du veau, il y a le passage du chien à l'être humain. En fait. Et là, on a vraiment un changement de hauteur. Et en fait, le changement de hauteur, c'est un changement de paradigme. C'est vraiment, visuellement, c'est changement de point de vue. C'est aussi pour affirmer que tout à coup, on ne se place plus visuellement et du point de vue du chien. Et du coup, c'était aussi, là, on le voit même dans le plan que tu es en train de montrer, c'était aussi un choix de focale. Je me souviens que Maud, elle parlait souvent de Herzog. Il y avait l'idée de la folie, en fait, en arrière-plan, qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Wang Bing, etc. Et donc, du coup, des focales un peu plus courtes
Donc, on était beaucoup plus souvent au 32, au 28, dans mon souvenir. Je me souviens plus comment ça datait. Mais je crois que c'était entre 28 et 32 parce qu'on voulait, enfin, on assimile souvent, mais ça aussi, c'est une projection humaine, mais on assimile souvent le regard animal à quelque chose d'un peu plus large. Je ne sais même pas si c'est vrai. Si, c'est vrai. Bien Si, sûr. c'est vrai. Hein, ouais. Et du Oui, coup, il y a parce que l'idée les yeux sont un peu plus écartés, tu vois. Voilà. Après, moi, dans le mouvement, et ça, pour le coup, l'Isérique, ça m'y aidait un petit peu. Il y avait vraiment la tentative d'être dans quelque chose dans un mouvement qui ne s'apparente pas complètement à celui d'un être humain. Donc, j'étais pas dans des déplacements pas à pas, etc. En fait, et d'ailleurs, j'étais très, très proche des cochons. Enfin, je veux dire, là, il faut savoir que j'ai des cochons qui me mangent un peu les vêtements et tout ça, parce que, enfin, à mon œil, il n'y a pas tellement le choix. En fait, si vous voulez être à la bonne place, et que votre but, c'est d'être du point de vue du chien ou des cochons, il faut être parmi eux. Et donc, en fait, j'étais vraiment les pieds dans la merde, dans la pisse et parmi les cochons, quoi. Donc, les vêtements, j'ai pu les jeter à la fin du tournage pour l'anecdote parce que c'est terrible. Et en même temps, c'était émouvant parce que j'étais vraiment très proche d'eux, quoi. Mais comment tu vises? Comment tu vises si tu es si bas? Là, pour le coup, je vise à l'écran. Et pour le coup, c'était la RED, ce qui est chouette parce que je trouve l'écran de la RED est plutôt de qualité par rapport à plein d'autres écrans. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir accès rapidement aux réglages. Comme en fait, j'étais très seul parce que pour pas effrayer les animaux, pour le coup, il n'y avait pas d'assistant. Le perchman était loin aussi. Donc, j'étais vraiment seul dans les cages des animaux pour éviter d'effrayer. Et aussi, j'y passais du temps. C'est-à-dire que souvent, je rentrais dans l'endroit avant de tourner pour que au début, les animaux viennent te renifler, tout ça vienne se Mais là, coller c'est à à 1 toi. mètre du sol. Oh, même moins que ça. Beaucoup moins que ça. Et donc, la caméra, tu la tenais avec un bras ou Ouais, comment? souvent un bras. Souvent un bras. Souvent, j'avais l'Easy-Rig et souvent, je la mettais en mitrailleuse, c'est-à-dire avec vraiment les deux poignets un peu vers le haut, là, pour pouvoir, soit pour être à un bras, soit pour être à deux bras. Euh, Parce qu'en fait, moi, je voulais aussi, il y avait un autre truc qui était important pour nous avec Maud, c'était l'idée qu'il fallait grandir un peu les animaux. Donc, en fait, pour grandir un peu les animaux, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire du praticable, sauf que là, c'est l'inverse, c'est qu'il fallait que je sois plus bas. Moi, si j'avais même plus creusé le sol, je pense que je l'aurais fait. Parce qu'en fait, idéalement, il fallait être en contre-plongée. Et là, pour le coup, c'est un peu tout, j'ai dit Herzog tout à l'heure, mais c'est aussi tout le cinéma russe. C'est l'idée vraiment de la fuyante, la perspective fuyante qui tout à coup donne. Je ne sais pas si c'est l'idée de la grandeur, mais c'est rendre les choses un peu plus impressionnantes qu'elles ne sont. Parce que je savais aussi qu'une fois sur l'écran de cinéma, ce serait beaucoup plus impressionnant d'être à cette hauteur-là et de jamais surplomber en fait ce qu'on était en train de filmer. C'était super important. En fait, c'est ça. Dès qu'on voyait le sol, en plus le sol qui était plein de merde, plein de pistes, ça écrasait forcément toute idée de majesté. Ouais, vraiment, c'est l'idée de la majesté, je crois, qui sous-tend un peu ça. Le plan précédent, là, qui est pour moi très, très, très important, le plan Sur le du chien. bord du chien. Ouais. Alors, est-ce que tu l'as rééclairé? Oui. Oui, oui. Les plans sur le chien, on était un peu obligés parce que comme il était le poil hyper noir, et puis en plus parce que du coup, pour faire ressortir ses yeux verrons, on éclairait vraiment. Après, c'est vraiment un truc qui est venu petit à petit au fur et à mesure du tournage parce que du coup, en fait, on a changé de technologie petit à petit. Tout ce qui était trop dur, c'était pas possible. Donc, on est arrivé avec des sources vraiment douces. Et en fait, au début, je pensais me mettre plus loin, mais ça marchait pas si bien que ça. Donc, finalement, je suis assez proche avec des sources emportées qui permettent C'est d'arrondir. quoi comme source? Alors là, dans ce plan-là, je pense que c'est un light panel avec du spoon, des choses comme ça. Mais j'avais aussi des tubes un peu emportés, parce que comme j'éclairais beaucoup avec des tubes industriels, ça me permettait. Enfin, c'est un Aladdin, pardon, pas un light panel, parce que la light panel, c'est quand même très mauvais. Mais il y avait ça, j'avais des tubes aussi, suivant les séquences. Et je devais avoir une petite chiméra quand même quand je voulais vraiment du tungstène. Après, le chien, il s'est habitué petit à petit, donc c'est vraiment un travail aussi de longue haleine. Parce que les premières séquences qu'on a tournées, c'était vraiment trop compliqué, trop effrayé. Et aussi parce que ça m'a pris du temps de trouver la bonne focale par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de comment ça vient petit à petit. Là, pour le coup, les répétitions, on n'en avait pas eu assez. On en a eu, hein, mais on n'en a pas eu assez du tout. Et du coup, c'est vraiment petit à petit qu'on a trouvé les bonnes focales. D'ailleurs, je pense que c'est des. Enfin, c'est pas je pense. Ce sont des focales un peu plus longues. Donc là, je pense qu'on est plutôt sur des 40
sur le visage du chien que sur des 32 ou des 28 qu'on voyait avant. C'est quoi le diaph à l'intérieur de l'abattoir? Je suis souvent autour de 2 Ouais. quand même, parce que comme on a souvent des lumières de plafond, j'avais pas tellement le choix. C'est Après, des j'aurais pu ice, donner plus de niveau. c'est des ice que tu as? Ouais, c'est des ice, c'est des géos. C'est des géos. Ouais. Tout l'abattoir est fait avec des géos. Tout le film est fait en géo. Mm. Mais moi, j'aime bien les géos parce que je trouve qu'ils ont justement sur les visages, ils ont une super rondeur. Et Non, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Le problème, c'est, moi, je les avais sur Holly Motors, mais quand tu as des infinis, ils sont pas nets. il y a ça, et il faut vraiment une série bien homogène, ce qui n'est pas si facile que ça à trouver, moi, je trouve. Donc, voilà, ça demande un peu. Mais parmi les vintage, je les aime bien parce qu'ils ne sont pas trop typés vintage, avec beaucoup trop de défauts, etc. Je trouve que c'est assez sobre. Et en couleur, je les trouve vraiment très beaux, en fait. Oui, Donc, c'est absolument. peut-être ça que je trouve. Et ils sont un peu froids, et je pense que du coup, ça a rééquilibré un peu vers le froid l'intérieur très chaud de l'abattoir, Complètement. et que ça a donné du caractère froid aux extérieurs. Ouais, puis ça donne une certaine froideur, comme tu dis, et du coup une certaine distance, parce qu'en fait, c'est bien d'être proche de son sujet et d'être un peu dans un truc très charnel, mais en même temps, il faut à un moment donné aussi donner un peu de distance au spectateur. Et je trouve que ce genre de focale, ils parviennent vachement bien, en fait. Enfin, t'aides, toi, en tant qu'opérateur, à garder un peu de distance. Mais ton pointeur, tu avais quand même un pointeur dans Ouais, bien sûr. l'abattoir. Ouais, bien sûr. Oui, Et parce que il faisait tout à distance. bon pointeur. Ouais, il est très bon. Il est très bon. Il est très bon, mais il en a bien bavé aussi parce que c'est vrai que c'était. En fait, mais c'est là aussi où un bon pointeur c'est important, c'est que je peux pas lui parler, donc là pour le coup je peux pas lui parler, donc du coup c'est aussi ses choix, ce qui sont super importants. Là où il met le point, c'est super important. Donc c'est là aussi où en fait entre chaque prise il y a un vrai temps de discussion pour faire des vrais choix plastiques, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'on met le point, parce qu'à Diaf 2, bah, les choix ils sont très importants. C'est des choix de mise en scène souvent. C'est Maud, elle devait être incluse Elle dans. était, Maud était soit à côté de Cyril, soit à côté de moi. Donc elle basculait de l'un à l'autre et elle était. Mais par rapport même à tous ces choix-là, esthétiques et tout, elle était évidemment hyper présente. Même sur l'idée des plans séquences, etc., elle avait vraiment une présence très très forte, quoi. Je trouve qu'il y a un moment dans le film sur ce que j'appelle le rythme, quoi, tout à fait exemplaire. C'est après les cochons. C'est le travelling avant, rapide derrière le personnage, qui ralentit avec lui, se baisse avec lui, etc. Il y a une sorte d'abstraction de ce mouvement. C'est pas un mouvement humain, c'est pas un mouvement mécanique. C'est un mouvement vraiment très puissant et très étrange. Il est fait donc au stab. Aliziri, ouais. Ouais, Ouais. ouais souvent, ouais. Mais ce qui était pas mal parce que c'est un outil qui se règle assez finement pour être bien. Moi, je suis toujours un peu partagé par cet outil, mais quand même. Justement parce qu'en fait, comme en fait les hauteurs de caméra étaient super importantes, il fallait pouvoir passer de bas en haut de manière assez flottante. Je sais pas si c'est le mot, mais Non, c'est après les cochons. ouais, c'est juste après cette séquence. Je crois que je vois cette séquence. Et puis aussi parce que il fallait implicitement induire l'idée d'un changement du personnage principal, d'un changement intérieur. Donc pour ça, il fallait que la caméra viennent filmer sans renforcer, en fait. Et c'est ça qui était pas mal, parce qu'en plus, comme c'est un acteur non pro, il y avait un côté presque. Enfin, Maud, elle voulait presque un côté bressonien. Elle voulait pas que Virgile joue le garçon qui prend conscience, parce que ça aurait été une vraie. Déjà, je suis pas sûr qu'il aurait su le jouer, mais en plus, ça aurait été renforcer quelque chose dont c'est le spectateur qui doit prendre conscience. Donc, c'était purement la caméra qui, en fait, en changeant de hauteur, devait nous amener à ressentir ça, quoi. Oui, c'est après ça. C'est le moment où il commence à lui devenir plus humain avec les animaux, quoi. Oui, ou plus animaux, en fait, finalement, presque. C'est-à-dire que tout à coup, c'est là que la caméra lui autorise j'ai envie de dire presque un plan. Et c'est un peu ce qu'on s'autorise aussi à la fin avec le veau, c'est-à-dire que tout à coup, il a un plan à la même valeur que le chien. C'est-à-dire que lui et le chien ont un peu
ont un peu quelque chose. Ces kinos là qu'on voit, tu les avais Ouais, tous fait changer? ouais, on a tout. En fait, on a tout relié sur branchement, ce qui fait que je pouvais contrôler chaque zone indépendamment. Et après, j'ai choisi chaque couleur, en fait, chaque zone, chaque partie de l'abattoir correspondait à une couleur. Donc les vaches, on avait un bleu. Ici, le couloir de la mort, on avait un jaune. Et évidemment, tout ça, c'était éteignable selon les cas de figure, quoi. Et il y a aussi vers l'extérieur ou un peu en périphérie des endroits où tu laisses du sodium. Ouais, ça aussi, c'est entièrement construit. Tout ce qui est les cochons et tout, on faisait rentrer un faux sodium parce qu'en fait, comme les abattoirs, c'est en dehors de la ville, évidemment, il n'y avait pas cette présence-là. Et ça, pour le coup, c'était pour ramener une vraie chaleur qui soit. Moi, j'ai vraiment conçu l'abattoir comme une sorte de petite antichambre de l'enfer. Donc, évidemment, ça amenait toutes ces couleurs-là. Après, on a gardé un peu de bleu ou de froid pour recréer des contrastes, de toute façon, parce que sinon, il n'y a pas d'écart. Et puis, il y a un tout petit peu de blanc à l'extérieur aussi pour ramener justement de temps en temps des effets je sais pas si c'est des effets de pureté, mais des effets de sobriété en tout cas. Et, euh, et c'est vrai qu'on a travaillé vraiment. Mais ça aussi, c'était un travail euh, de pré-light assez long pour prendre des décisions. Et même sur les 2-3 premiers jours de tournage, ça restait. Enfin, finalement, on s'est pas trompé, mais il y avait toujours la question de savoir si. Enfin, Maud, elle avait peur de perdre la réalité des pelages, des animaux, etc. Donc, il y avait vraiment cet équilibre à trouver pour garder la présence très forte des animaux, quoi. Oui, mais c'est très réussi, quoi. C'est-à-dire que vous avez, c'est des choses qu'on ressent vraiment fortement, quoi, dans le film. Moi, j'étais persuadé parce que j'étais assez persuadé qu'il fallait que visuellement ce soit suffisamment fort pour nous. Donc, en fait, il fallait quand même retravailler. Enfin, ça me paraissait essentiel de retravailler la lumière. Donc, en fait, on avait aussi des jupes pour créer vraiment des effets de douche, pour avoir cet effet presque artificiel qui faisait qu'on se décollait un peu du réel et aussi que je voulais vraiment que ces figures d'animaux émergent de l'obscurité, de la pénombre et du néant, en fait, presque. Et, mais c'était assez complexe. Oui, mais en volume d'éclairage, c'est pas énorme non plus. Non, c'est léger. Ah non, c'est léger en termes d'espace qu'on prenait. Non, c'était plutôt que justement, on était toujours sur des diaphes assez ouverts et sur des écarts de contraste assez forts parce que entre les zones éclairées et les zones pas éclairées, ça chutait très vite. Donc voilà, il y avait quand même des petites choses qu'on avait emportées pour venir re-arrondir dès qu'on perdait trop, dès qu'on avait des noirs trop charbonneux. En fait, il fallait pouvoir leur redonner un tout petit peu de matière, quoi. Ouais. Il y a un truc dont j'aimerais parler à la fin du film, c'est cette chose où ça bascule vers le fantastique et où il y a ce trou de lumière que j'identifie comme une sorte de toile où derrière il y a de la lumière, mais c'est le cœur du plan, c'est un cœur de lumière, et il y a les chiens qui commencent à venir rôder. Ouais, c'est vraiment le dernier plan. J'ai un sentiment, pas tout à fait le dernier, hein, mais j'ai un sentiment c'est pas celui-là parce qu'il y a les chiens, c'est avant, c'est quand il y a l'herbe. Ah oui. J'ai une sensation, non, c'est pas celui-là, il y a de l'herbe. J'ai bien. C'est comme le cinéma de Tsai Ming-yang, Les chiens errants. Est-ce qu'elle l'avait vu, Maud? Est-ce que tu l'avais vu? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il y a une référence? Ouais, pour Maud, c'était plutôt Stalker de Tarkovsky. Mais je me souviens qu'effectivement, alors moi j'aime beaucoup Tia Ming Lang, mais j'ai pas vu celui-là. Alors après, peut-être que Maud, elle l'avait vu parce que c'est vrai qu'elle était très calée. Après, de toute façon, c'est vraiment l'idée de la béance il y a presque une idée d'abstraction, mais on retrouve finalement ton idée du point de perspective, c'est-à-dire la fuyante. En fait, forcément, ça attire le regard et c'est de là que doivent venir les chiens. Il y a un truc très. Enfin, moi, je Et crois c'était beaucoup aussi quoi dans le en sens, fait? hein. Comment tu l'avais créé ce truc? En fait, on a mis Moi, j'aime beaucoup la lumière qui traverse les draps, donc on avait vraiment tendu des draps blancs et c'est des diaphes quand même très très forts en fait. Parce Oui, que d'ailleurs, on l'identifie un peu le drap. Et ouais, tu ne c'est peux pas le possible. montrer, Plume ou Louise? C'est juste avant ou juste après. Et avant C'est le trou de la lumière, séquence dans l'herbe, c'est l'herbe ça, et c'est les tout premier chiens. plan de la séquence dans l'herbe. Ouais, ouais. Mais enfin, voilà, donc c'est un drap, ouais, d'accord. Ouais, c'est un drap qui est vraiment un diaph vraiment très très fort. Après, il y a tout ce qui est fumé, etc.
Et c'est que du tungstène d'ailleurs. Je me souviens que c'est plusieurs maxi brutes qui sont derrière pour parvenir à avoir ce diaph, quoi. Parce que je voulais aussi un écart très très fort entre l'avant-plan et l'arrière-plan, quoi. J'aime bien l'idée en général que la lumière n'arrive pas à rentrer dans l'espace, qu'il y a, ouais, que la lumière rentre pas, qu'elle éclaire mais qu'on voit pas. Mais ça, c'est un truc que j'ai rien inventé, c'est vraiment un truc qu'on voit tout le temps aussi dans la peinture classique et qu'on retrouve très souvent, quoi. Et puis ça permet d'avoir des belles pénombres. Peut-être qu'à ce titre, on peut parler de la séquence dans Sherazade où Zacharie rencontre Zelda. Et c'est toi, Caroline, qui avait parlé d'expressionnisme dans la lumière. Et notamment, je ne sais pas si je faisais référence au fait qu'il y a deux parties, il y a deux séquences qui se suivent. Et il y a une partie qui est vraiment plutôt dans les tons froids. Et l'instant d'après, qui est un peu une première scène d'amour entre Sherazade et Zacharie, qui est beaucoup plus chaud. Alors qu'on est dans le même espace et qu'il n'y a pas de source dans le champ. Ouais. Oui, c'est juste. Et il y a aussi une question de variable des peaux. Par exemple, moi, je serais très. Je sais pas si je serais aussi gonflée de traiter les peaux séquence par séquence. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es formulé ou non, tu as laissé les choses venir comme elles étaient? Non, je savais que je voulais pas traiter les jours et les nuits de la même manière. Donc après, même à l'intérieur des jours, j'ai créé des variations. Euh, c'est à la fois un truc voulu et un truc subi, c'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais pas à ce que les peaux des jeunes soient aussi. En fait, le fait que ce soient des peaux mates, je pensais qu'elles seraient moins sensibles aux variations de lumière et de couleurs et de couleurs dans la lumière, parce qu'il y a beaucoup de couleurs utilisées. Là, par exemple, c'est pratiquement que de la lumière naturelle, mais j'ai fait un remplissage. Si tu reviens juste avant, il y a un remplissage très rouge. Qui fait que du coup ça faisait donc évidemment Idir lui il a la peau blanche donc ça se ressent plus, mais en fait sur Dylan qui est mat de peau, j'ai un peu eu la naïveté de penser que ce serait moins flagrant alors qu'en fait ça l'était aussi énormément, ce qui fait qu'en fait les variations elles ont été assez fortes. Après j'aimais bien l'idée qu'il puisse y avoir des choses beaucoup plus adolescentes et plus réalistes comme dans cette séquence et des choses plus cuivrées comme on voit là à gauche, si tu remontes juste un peu. On remonte dans la séquence où il y a le baiser, juste avant, où là, tout à coup, il y avait un truc beaucoup plus charnel, et du coup, je voulais quelque chose d'assez chargé, ce qui faisait ces variations-là. Après, si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je ferais des variations plus subtiles. Je trouve que c'est trop marqué, en fait, pour moi, aujourd'hui. Je trouve que l'écart est trop grand, en fait. Oui, mais c'est Et, gonflé, c'est bien. C'est ouais. gonflé. Et, Et ce petit objet lumineux qu'elle a quand elle est chez elle, c'est ouais, un petit lapin en lumière, etc. Ça, ouais. c'est quelque chose qui est amené par qui? Alors ça, c'est amené par le scénario, c'était déjà dans le scénario, et c'est un peu vecteur de colère parce qu'on me l'a amené au dernier moment et que j'avais demandé de l'avoir en prépa, bien sûr, parce que je savais que j'allais vouloir éclairer que par ça. Et donc en fait, comme on nous l'a appelé au dernier moment, il a fallu que je fasse une bidouille dans le lapin pour que j'aie quand même un peu plus de diaph, mais c'était vraiment pas terrible. Enfin, c'était pas terrible au sens où en fait, j'étais obligé de mettre la lumière derrière. En fait, il y a des LED qui sont collés derrière le lapin. Alors que si on avait eu le lapin bien avant, je les aurais mis à l'intérieur et ça aurait été beaucoup moins chiant. Mais après, ça, c'était aussi une énorme source de. En fait, c'était intéressant, mais c'était aussi une source de conflit parfois entre Jean-Bernard et moi. C'est que lui, il voulait 360 degrés, donc il voulait jamais de pied de projecteur, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en plus, il voulait pas de source dans le champ, sauf pour le lapin. Mais ce qui fait que du coup, ça a complexifié énormément et ça obligeait à beaucoup travailler à partir des plafonds, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis en plus, du coup, la lumière n'est pas toujours justifiée. Et, en fait, mais je vois très bien ce qu'il veut dire, c'est que bien souvent, en mise en scène et en lumière, on a tendance à ramener des lumières dans le champ qui peuvent créer une certaine artificialité si tout à coup la lumière, elle est toujours au bon endroit au bon moment. Mais en fait, ça, c'est vraiment là aussi une question de directeur artistique, c'est qu'en fait,
quand vous avez la bonne direction artistique, la lumière, qu'elle soit dans le champ ou pas dans le champ, elle ne doit pas faire artificielle. Qu'elle soit allumée ou éteinte, elle doit pouvoir fonctionner. Et ça, je pense que c'est un vrai truc sur lequel il faut vachement travailler en amont et en prépa pour pas se retrouver piégé. Parce que là, sur Scheherazade, il y a des moments où j'ai quand même souffert. Parce que du coup, dans le film, je pense qu'il y a, à part les nuits en extérieur où là, il m'a autorisé à installer des tubes, etc. Sinon, la plupart du temps, il ne voulait pas de source dans le champ, ce qui fait que c'est quand même assez compliqué après, parce que du coup, forcément, les lumières, elles sont plus loin, surtout quand le décor s'étend. Parce que Jean Bernard, il voulait toujours partir de l'extérieur du décor pour entrer dans le décor. Donc, ça a ramené pas mal de… c'était un film assez tendu. Bah, tu l'as fait percher, dans ce cas-là, il faut la faire percher, la lumière. Ouais, c'est ce qu'on faisait, mais ça… On peut pas tout, on peut pas Ouais. ne pas exister du tout, quoi. Il y Moi, a, je bah, il y a un peu ça. toujours les angles morts, c'est vrai. Puis quand il n'y a pas Bah d'angle oui. mort, bah, je fais percher. Ouais, c'est ce qui marche assez bien quand… mais faut pouvoir avoir plusieurs perches. Quand par exemple, tu pars de l'extérieur d'une pièce et que tu rentres dans la pièce, c'est toujours un truc assez compliqué, quoi, je trouve. Oui, bien sûr. Il reste une dizaine de minutes. Vous aviez évoqué l'envie de parler de l'évolution de votre travail respectivement. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer à parler de cette évolution et de ce que vous recherchez, des freins éventuels à cette évolution? Moi, j'aimerais bien entendre, parce que ça, c'est une chose, c'est un regard sur moi que je ne peux pas avoir. Alors, j'aimerais bien entendre Jonathan sur ce qui pourrait être l'évolution de mon travail. Ouais, alors moi déjà j'ai remarqué un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que ton travail justement sur la couleur a changé. C'est-à-dire que dans Le Petit Lieutenant, on voit clairement que tu es sur un travail avec du bleu en arrière-plan et dans la déco et des carnations plus chaudes ou des lumières un peu plus chaudes sur les visages. Et j'ai l'impression, mais je n'ai pas vu encore Annette, mais qu'en fait ce travail s'est affiné ou en tout cas est beaucoup plus discret parce que dans Des Hommes et des Dieux, tu as aussi eu ce travail je me souviens, des fonds assez froids, etc. Des fonds assez froids avec des lumières assez chaudes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus subtil, dans le sens où en fait le bleu se sent un peu moins et où du coup il y a aussi des variations peut-être avec d'autres couleurs que je trouve vraiment intéressant. Donc peut-être tu pourras nous en dire un mot. Et sur le cadre, je ne sais pas si c'est une évolution, c'est peut-être une constance, mais là aussi j'ai l'impression que c'est plus… Il y a un truc que tu fais très bien, que moi personnellement je trouve difficile à faire, c'est que les panoramiques, c'est une figure que je trouve très difficile à utiliser pour pas qu'elle fasse un peu descriptive. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux films. Et plus ça va, et en fait presque, j'ai envie de dire presque moins on voit le mouvement de la caméra. Et en fait moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que en fait j'ai envie de dire plus ça avance et plus ton travail se fait discret presque. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où en fait ça se voit de moins en moins. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot, si c'est quelque chose que tu cherches. Ah oui, oui, c'est certainement quelque chose que je cherche, cette disparition. Bon, alors il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai l'impression quand même que je m'éloigne du réalisme. C'est-à-dire que j'en ai vu jusqu'à la lie du réalisme français et que là, déjà même, tu remarques d'ailleurs assez bien que dans Le Petit Lieutenant, j'ai envie de m'en échapper, mais c'est un film réaliste, donc on garde les codes, mais il y a quand même quelque chose qui peut de temps en temps ramener à une abstraction, ou en tout cas à ce dont je parlais au tout début, un concept de l'image. Et puis, je pense que les outils quand même, le numérique, mine de rien, sur cette histoire de précision de la couleur, il nous aide. Donc, il nous aide, il nous permet d'intervenir plus, quoi. Voilà. Un, du côté de l'étalonnage et deux, du côté de la séparation des couleurs avec les cibles qu'on choisit. Après, sur ce qui pourrait être la précision du cadre et des mouvements, oui. Alors, il y a une grande phrase de Straub, et je me souviens qu'il parlait d'ailleurs pas à moi, qu'il parlait à Lubchansky quand on faisait ces grands panneaux Je pensais à ça notamment.
sur Trop tôt, trop tard ou des trucs comme ça. Il disait, avec sa voix comme ça, de stentor, et toujours sa clope au bec, il disait Willy, n'oublie pas sentimental. Je crois qu'on a tort, et c'est le cinéma français, c'est aussi le réalisme français qui très souvent nous amène à justement une approche sentimentale du plan, de la fabrication du plan. Et le cadre, pour moi, c'est du trait, quoi. C'est une chose extraordinaire. Ça, c'est Douchet qui nous apprenait ça à l'IDEC quand on regardait les films de Ford. C'est à quel point les films de Ford, les lignes, que ce soit le tracé d'un déplacement de chevaux dans le champ, etc., c'était des lignes. Et je crois que c'est ça qui était magnifique au Manivelle, d'ailleurs, et qu'on a beaucoup perdu avec le manche, et alors encore plus avec la caméra à l'épaule. Le fait que, c'est ce que je disais, et ce que j'ai trouvé très magnifique dans T4, dans Sherazade, c'est que si on a envie de retrouver la ligne, on la retrouve. Elle peut être parfois incurvée, mais on la retrouve. Et voilà, je crois que... Mais tu ne crois pas qu'on manque, enfin, je me mets même, je fais moi-même une critique là-dedans moi-même, mais on me manque justement, tu disais, je suis une bonne photographe et je suis devenue une bonne cadreuse, et en fait presque on manque d'un rapport photographique aux choses. Et c'est ce que je disais dans ce que j'aimais tout à l'heure, c'est que chez toi il y a de la contingence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui gênent la vision, et en même temps c'est très composé, et je trouve que c'est ça qui manque beaucoup dans les cadres des soi-disant films réalistes, hein, et où en fait tout à coup tout est assujetti à l'action et non plus à la plasticité, à la photographie pure en fait, qui en fait raconte. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait que c'est l'adéquation ou le rapport contradictoire de l'énergie au centre du plan et des bords du cadre. Ouais. Mais c'est là où les cinéastes sont… Parce que moi, j'ai pris une petite claque il n'y a pas longtemps là, sur l'angle mort de Pierre Trévidic et Patrick Bernard. C'était sur un plan qui est d'ailleurs le dernier plan du film. Et en fait, il y avait un gros pilier. Et du coup, moi, je voulais centrer le personnage. Donc, le gros pilier se trouvait lui aussi au centre. Et il y avait de l'espace sur les côtés. Et Patrick m'a dit, mais tu sais, en composition classique, quand tu as une masse comme ça, comme ce pilier sur un des côtés, le centre se déporte. Donc, en fait, il faut que tu décadres pour être vraiment équilibré. Et il avait complètement raison. Et ça donnait tout de suite un rapport beaucoup plus photographique à l'image. Mais vraiment, c'était criant, quoi. Et c'est idiot. Mais parfois, le manque de connaissance de ces rapports plastiques aux choses fait que du coup, on voit des cadres qui sont ni faits ni à faire dans pas mal de films, quoi. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être une méconnaissance comme ça culturelle, et peut-être d'ailleurs que c'est des fondamentaux dont il faudrait se dire que dans les écoles, il faudrait repasser par là plusieurs fois. Mais il y a aussi que je trouve vraiment que le cinéma naturaliste, il laisse trop de place au corps, comme si le corps était la seule énergie du plan. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un corps, c'est toujours un corps dans un décor. Donc, c'est des forces qui se rencontrent, qui s'affrontent, qui se contredisent. Donc, on ne peut pas suivre un corps, uniquement un corps. Voilà, c'est ce qui m'ennuie beaucoup parfois dans le cinéma contemporain. Sauf quand c'est une décision, sauf quand c'est Rosetta des Frères Dardenne. Parce que là, ça devient une sorte de tracé systématique. En plus, c'est quand même assez abstrait le fait que ce soit toujours un corps qui va de l'avant-plan vers le fond du plan. Oui, mais là, le film, il tire sa force du systématisme même de ce principe, quoi. C'est parce que… Et d'ailleurs, personne ne le fait comme eux. Il y a eu beaucoup d'imitations de ça, mais finalement, avec peu d'aussi beaux résultats, quoi. Mais en tout cas, cette disparition, moi, je trouve que ça me plaît beaucoup. Et ce que tu dis aussi sur le réalisme, je trouve ça primordial. Et je pense que c'est qu'en se bagarrant aux côtés des metteurs en scène, contre tous ceux avec qui ils ne seront pas d'accord, qu'on pourra redonner de la valeur à l'image, quoi.
et une vraie place singulière, quoi. Absolument. Alors après, parler de l'évolution du travail de Jonathan, ben, c'est-à-dire On il est au faudrait début. peut-être presque plus de films, parce que là, d'abord, il est parti très fort, hein, parce que dès la mort de Louis XIV, que j'ai vu dans des très mauvaises Ouais, tu conditions, l'as vu à Beaubourg, tu l'as dit. je l'ai vu dans un mauvais cinéma et j'ai pas du tout compris où étaient placés les Noirs, Ouais, etc. c'était horrible. Que j'ai revu par la suite et ben, il y a une qualité à la fois de travail de lumière et de travail de cadre qui m'apparaît exister, constante. Et voilà, l'évolution, On je verra plus l'attends. tard. Je l'attends. Je suis déjà assez admirative, donc Merci. Bah, merci à tous les deux. On va peut-être s'arrêter sur ces mots. Avant, il y a deux petites questions. Une question pour toi, Jonathan. Comment a été éclairée la séquence de baignade en jour, dans Gorge, Cœur, Ventre? Ouais, très simplement, juste avec un ou deux réflecteurs sur la berge et on a tourné toute une journée. On savait qu'il ferait beau et qu'on avait repéré les lieux avant. On savait que c'était un décor magnifique. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà, j'ai juste ramené un peu de valeur quand c'était trop contraste. Mais enfin, il y a des fois quand vous avez un beau décor, des personnages avec un vrai corps, il faut surtout se mettre au bon endroit et la lumière, elle suit, hein. et l'importance du Une blanc. question. L'importance Du blanc, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. l'écume et tout ça. Oui, et pas tout tuer à l'étalonnage, garder justement cette précision. Ouais, ouais. Et une question pour vous deux, du coup. Pour le cadre et la fixité, que pensez-vous des cadres très travaillés du film Ida de Pawlikowski, si vous l'avez vu? La première fois que je l'ai vu, ça m'a un peu emmerdée, parce que j'ai trouvé ça maniériste. Et puis j'ai revu le film et j'aime beaucoup ça d'ailleurs, me contredire dans le rapport que j'ai à un film. Euh, je trouve que ça évolue toujours quand c'est quand même des films qui sont conséquents, quoi. Et après, cette constante de beaucoup plus d'air au-dessus, bah, ça m'a pas mal plu, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est des propositions qui font exister l'image, qui font s'interroger sur l'image, qui font qu'elle a une identité et que je trouve ça forcément passionnant de s'y confronter. Ouais, je suis un peu d'accord. Après, moi, je suis resté sur le côté un peu gonflant de ce côté trop, à mon avis, trop maniéré dans le sens où je trouve que tout va un peu trop dans le même sens, c'est-à-dire la mise en scène, le noir et blanc, le 4 tiers, les décadrages. Et en fait, son film d'après, c'est un peu. Alors, le sujet m'intéresse moins, le scénario m'intéresse vachement moins que Ida, qui est quand même assez fort au niveau de ce que ça raconte. Mais c'est un peu moins maniéré le film qu'il a fait après, même si le film m'a moins intéressé. Après, je trouve l'opérateur très doué, quoi. C'est sûr que c'est très fort, c'est intéressant. Mais justement, je trouve que l'image mange en fait le film et dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le travail se voit trop, vraiment beaucoup trop pour moi. Et que du coup, un tout petit peu plus de simplicité quelque part. Et moi, je pense que j'aurais préféré le film, mais c'est moi. Je trouve que c'est trop. On arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que vous voulez ajouter des choses dont vous auriez envie de parler avant qu'on termine? Bah, moi, j'ai envie de dire que je suis autant parfois je peux être pas négative, mais irritée de la mauvaise façon par le cinéma français, autant la présence de quelqu'un comme Jonathan aux côtés de ces metteurs en scène que je trouve extrêmement doués m'apporte énormément d'espérance et de réconfort. Parce que je vois là un mouvement justement j'ai pas envie de dire antinaturaliste, mais en tout cas qui questionne la puissance de l'image, en tout cas son expression à un endroit je trouve extraordinairement important, quoi.
Moi, je voulais juste aussi vous remercier parce que finalement, en fait, c'est assez rare de croiser comme ça des discussions et d'avoir l'occasion de discuter avec vous déjà et aussi avec que ce soit pas dans le contexte d'un cours et aussi de discuter avec d'autres opérateurs parce qu'on est assez solitaire finalement dans notre travail. Du coup, on a toujours un peu le nez dans le guidon. Et je trouve que c'est bon, le confinement aura au moins eu ça de super intéressant de questionner la pratique auprès de vous parce qu'en plus, on va certainement continuer à travailler ensemble et vous allez très vite commencer à faire des films et je vous le souhaite. Et du coup, c'est super intéressant de croiser comme ça et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites. Alors après, peut-être ça, je ne sais pas si si on a suivi une droite ligne dans cette discussion, mais cela dit, je trouve que pouf, pouf, je reprends. Ce que je pense, c'est qu'à la suite du confinement, quand on pourra retourner dans des salles de classe ou dans des studios ou sur des plateaux, peut-être que c'est intéressant de continuer à mener ce genre d'opportunités de conversation. Et ce sera encore mieux en vrai. Et merci à tous ceux qui se sont démenés pour organiser ça, parce que c'est quand même du boulot. Et à défaut d'avoir une reconnaissance matérielle, au moins il y a notre reconnaissance spirituelle. Merci beaucoup. Absolument. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Salut, Jonathan. Salut Caroline. Merci sur la Merci Caroline et Jonathan. Salut Sabine. Au revoir.